Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, Bishop. Bonsoir DMG. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ah, ça va bien. Alors, j'aimerais raconter une petite histoire. C'est mon histoire en fait. Bon, quand j'avais 6 ans, souvent je rêve que je vois un groupe de personnes en train de me demander combien ta mère, le genre de bénéfice que ta mère fait par jour. Parce que ma mère elle est dans la restauration. Et je voyais toujours ça. À mon réveil, j'avais les yeux qui me faisaient mal, je pleurais et tout, mais je n'arrivais pas à le dire à ma mère. Donc, le temps passait et tout. J'ai pris l'âge, j'ai grandi. Et à chaque fois que je dors, je fais des rêves bizarres en fait. Et une nuit, j'étais en train de dormir. J'attends un truc comme si c'était un chien qui était en train de frapper la porte, genre, il essayait de griffer en fait la porte en fait. Et je me suis réveillée parce que j'étais une chrétienne, genre je priais beaucoup et autres. J'ai commencé par me dire, mais attendez, moi une si petite fille, je ne sais pas ce que vous me voulez cette nuit. Parce qu'il était aux environs de 1h comme ça. Je ne sais pas ce que vous me voulez et tout. J'ai pris le chapelet, j'ai commencé par prier et tout. Arrivé un moment, ça s'est arrêté. Et le lendemain matin, je me réveille. Ma mère me dit, est-ce que je vais bien? Que c'est comme ça, aux environs de 1h, elle était en train de rêver qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une calebasse sur ma tête, en fait. Genre les trucs de sorcellerie, en fait. Et elle a commencé par prier aussi. Mais je ne savais pas que ça se passait instantanément, en fait. Vous voyez un peu? Donc, après tout, bon, l'histoire est un peu longue, mais je vais juste m'arrêter là. C'était ma grand-mère. Elle était dans la sorcellerie, autre. Elle a tué beaucoup d'enfants. Genre, elle a fait plein de trucs, en tout cas. Mais heureusement, moi et ma mère, on était toujours en train de prier, autre. Donc, voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Bishop. Ça va aller vite comme ça, c'est bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir à tous. Moi, c'est Angélous. Je suis du Congo-Brazzaville. En fait, je venais raconter une histoire qui m'est arrivée. En fait, après, il y a une morale en fait derrière. Voilà, mon histoire a débuté. Je réside en France. Mon histoire a débuté sur mon lieu de travail. Je travaillais dans un restaurant et c'est moi qui faisais les ouvertures. Et un jour, il n'y avait rien de spécial. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais là-bas. Et un jour, je suis arrivée très tôt le matin. J'ai fait l'ouverture, donc il n'y a personne. C'est moi qui allume les lumières, c'est moi qui rentre. J'ai commencé à faire le ménage avant que les cuisiniers n'arrivent. Et subitement, c'était un restaurant style western. Donc dans le style western, décoré en western. Donc le plancher est en bois. J'ai commencé à entendre des pas. J'étais dans la réserve. J'ai commencé à entendre comme si quelqu'un marchait avec des bottes sur le plancher. Au début, je me suis dit non, faut pas que je puisse avoir peur. Je vais pas gérer ça. Subitement, à la réserve, il y a la porte, je sais pas si vous voyez un peu dans les films western, les portes battantes là, qui s'ouvrent comme dans les bars des westerns. Et quand j'étais dans la réserve, la porte, elle a claqué. La porte, elle a claqué. Je suis partie, j'ai dit non, il faut que j'aille voir. Je suis sortie de la réserve, je suis ressortie dans la grande salle. J'ai regardé à gauche et à droite.
Il n'y avait pas, je me disais peut-être c'était le cuisinier ou comment, mais non, il n'y avait personne. J'ai dit, ah Seigneur, je vais commencer à paniquer. Et je suis repartie. Au moment où je me retourne pour partir dans la réserve, j'entends un gros rire, mais vraiment un rire diabolique. Mais vraiment un gros rire. Et j'ai commencé à trembler là où j'étais. J'ai commencé à faire des prières au fond de mon cœur. Je me suis dit, il faut que cette journée finisse, Seigneur, parce que je ne pourrais pas tenir. Et subitement, je sors de la grande salle, c'est le frigo qui s'allume tout seul. Le frigo qui s'allume tout seul. Vous voyez les frigos, là où on met des boissons et puis c'est transparent. Hein? On peut voir à l'intérieur. Normalement, on le branche nous-mêmes. Mais le frigo s'est allumé tout seul. La journée, elle est quand même finie. J'en ai parlé à mon collègue. Mon collègue, il est français. Il s'était mis à rire. Moi, j'ai dit, moi, ça ne peut pas continuer. Si ça reprend le lendemain, je pense que je vais donner ma démission. Il a dit, mais non, il ne faut pas dire ça chez la patronne parce qu'eux, ils ne croient pas à ces choses-là. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas rêvé. J'ai vu effectivement ce qui se passe ici. Je suis rentrée chez moi. Une nuit est passée. La deuxième nuit, j'étais en train de dormir chez moi. Il était 3 heures du matin. Subitement, la télé du salon, je suis dans ma chambre, la télé du salon s'est allumée vraiment à fond. C'est comme si on allumait la télé à fond. Je me suis réveillée, je me suis dit peut-être que c'est mes enfants. Je me lève, je vais au salon. À fond, j'ai éteint la télé. Je me suis dit bon, je vais dans la cuisine prendre un verre d'eau. Pendant que je suis dans la cuisine, la télé se rallume toute seule. Ah, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'allume mon téléphone pour filmer. J'ai dit ça, il faut que je filme ça. Je vais au salon. Je vous jure que pendant que j'étais en train de regarder l'écran, les chaînes ont commencé à défiler. C'est moi qui ai la télécommande dans la main. Je n'ai rien appuyé. Les chaînes ont commencé à se changer d'elles-mêmes. J'ai dit ce n'est pas possible. Mais comme je suis une maman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler dans ma maison. J'ai commencé à lever le temps. J'ai pris du sel. J'ai jeté dans mon salon. J'ai jeté dans la chambre. Le lendemain, je devais repartir sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, je suis partie, mais j'avais la peur au ventre. J'ai ramené du gros sel dans mon sac. J'ai mis dans les poches, dans ma blouse de travail. Et quand je suis arrivée, ça voulait encore faire comme des histoires de pas ou comment. Je me suis levée en plein milieu du restaurant. J'ai commencé à parler. Je me suis imposée. J'ai dit, moi, je viens pour travailler. Je ne sais pas quel esprit vous êtes. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas d'affinité avec vous. Si aujourd'hui je viens, c'est pour mes enfants. Je travaille pour eux, pour moi. Donc, laissez-moi à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus rien eu. Mais je vous avoue que j'avais quand même démissionné de là-bas. Il n'y a plus rien eu. Donc, voilà un peu. C'est pour vous dire, en fait, dans la morale, c'est que même si vous allez sur un lieu de travail, priez, hein, protégez-vous. Parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous entoure. À la maison aussi, c'est pareil. Ayez toujours du sel sur vous. Il faut toujours savoir s'imposer aussi, ne pas avoir peur dans certaines situations. Il faut savoir s'imposer. Surtout si tu sais que tu ne dois rien à personne. Il faut savoir s'imposer. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Angelos, pour ton histoire. Merci. S'il vous plaît, me couper. D'accord. Imagine, tu es à la place de la dame et tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre et brusquement la télé s'allume au salon. Et tu sais très bien que tu vis seul. Tu vas faire quoi? Dis-moi ça en commentaire. Dis-moi ça en commentaire. Tu fais comment? Laissez un like à la vidéo. Vous savez, quand vous likez la vidéo, plus il y a des likes, plus la vidéo part plus loin, plus des gens découvrent la chaîne, plus on a d'histoire. Donc, si vous aimez bien ce qu'on fait ici, likez la vidéo, elle ira plus loin et puis voilà. Alors, bonsoir, Jasmine. Oui, bonsoir. Et bonsoir à la dame GTV aussi.
Alors, en fait, moi, mon histoire, c'est un jour, je me suis fait, je sais pas si je peux dire posséder ou un truc de ce genre-là. Alors, en fait, l'histoire, ça s'est passé parce que moi, j'habitais en Bretagne à cette époque-là, mais je venais souvent sur Lyon pour passer du temps avec ma copine. Et comment? C'était en 2016. En fait, ce jour-là, on est arrivé, c'était un week-end et tout, je suis arrivée et comment? Ma copine, enfin, je vais pas mentir, hein, on buvait, on faisait la fête, quoi. Et du coup, ma copine, elle me dit, on était 4 dans la maison. Ma copine, elle me dit, tu vois, lui, un des gars, tu vois, lui, il a des esprits. Viens, on va s'amuser à faire monter ses esprits. Parce que ma copine, elle est trop forte dans sa tête. Et moi, ben, comme une suiveuse, je dis, ben vas-y, ok, ça a l'air marrant, vas-y, on va le faire. Du coup, je fais quoi? Je la suis dans son délire. Et du coup, en fait, elle a pris une chaise, elle l'a mis en plein milieu de la cuisine. Et nous, on s'est assis, on lui a tourné le dos au gars. Et on a commencé à mettre de la musique de chez nous, de la musique pour faire venir les esprits. Je ne sais même pas pourquoi on a fait ça, mais en tout cas, on l'a fait. Du coup, on a commencé à taper des mains, à chanter et tout. Et le gars, en fait, il s'est levé comme ça. Il m'a pris moi. Il m'a posé sur la chaise. Mais en fait, j'avais peur, mais j'avais pas le courage de refuser. Donc, j'ai fait quoi? Je me suis laissé faire et je me suis posée sur la chaise. J'arrivais plus à bouger et j'ai commencé à baisser la tête. Je me comprenais pas moi-même. Et à ce moment-là, eux, ils continuent. Et au bout d'un moment, je me lève de la chaise. Je commence à me frapper de partout. Mais genre, vraiment, j'ai commencé d'abord, j'ai pris ma tête, j'ai frappé sur le coin de la table. J'ai eu une bosse. Et à partir de là, je reviens à moi. Et quand je suis revenue à moi, je commence à pleurer. Je dis à ma copine, vas-y, j'ai envie de rentrer chez moi. Et de là, ma voix se rechange. Parce que le pire, en fait, à ce moment-là, j'étais encore consciente, mais pas maître de moi-même. Genre, j'arrivais pas à me contrôler. J'entendais ce qui se passait, je m'entendais parler, mais impossible de me reprendre. Et du coup, je dis avec une voix changeante, en disant quoi? Ah, tu veux rentrer chez toi, maintenant tu regrettes. Tu vois tout ce que tu dis. Parce que, alors, je fais une petite parenthèse. Quelque temps avant ça, j'étais chez une dame qui, elle me prend comme sa fille. Et justement, ils avaient leur truc d'esprit. Parce qu'en fait, dans mon île, ils sont pleins de ça. Plein d'esprit, pas esprit et tout. Du coup, ben, moi, je ne les prends pas tout le temps au sérieux. Donc, je commençais à dire à la dame, vas-y, ça y est, vous, tout le temps, vous voulez fumer de la cigarette, dites, vous voulez fumer. Mais vous êtes là, Zama, oui, vous avez des esprits, alors que c'est vous, vous avez envie de fumer. Et du coup, je ne me suis pas sentie. Et la dame, elle m'a dit, par contre, ma fille, moi, je t'aime bien, mais s'il te plaît, évite de manquer de respect à ce que tu ne vois pas. Bref. Et du coup, ce jour-là, quand revenant sur Lyon, du coup, ce jour-là, genre, je me frappais, je pleurais et tout. Je disais, oui, j'ai envie de rentrer chez moi. Il me dit, ah, maintenant, tu vois tout ce que tu dis et que tu dis que tu crois pas. On t'a déjà prévenu une première fois. Pourtant, c'est pas pour autant que tu arrêtes. Elle m'a dit quoi? C'est ta bouche là qui va te tuer. Et de là, je continue, je commence à me frapper. Et à un moment donné, le gars lui-même, en fait, il a eu tellement pitié de moi qu'il a essayé de m'arrêter. Parce que vraiment, franchement, c'était horrible. J'avais des bosses, j'avais des bleus, j'avais des coupures, j'avais tout ce que tu veux. Il ne manquait plus qu'à prendre le couteau et de me trancher la gorge. Je crois qu'il ne manquait plus que ça. Du coup, le gars, il a eu pitié, il a essayé de m'arrêter. Et quand il a essayé de m'arrêter, moi, je fais quoi? À l'époque, surtout, je mesure toujours 1m60, mais je pesais 58 kilos. Et le gars, c'est un gars, quoi. Du coup, le gars, ce qu'il a fait, il a essayé de m'arrêter. Mais je te l'ai maîtrisé d'une force. Enfin, moi-même, je ne sais même pas d'où ça vient. Je l'ai mis au sol, je l'ai attrapé par la gorge, mais par la trachée, là, si tu vois ça. Je l'ai attrapé juste la trachée. Lui, il essaie de se débattre, d'enlever sa main, mais impossible. Jusqu'à ce que... Ah oui, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, attends, toi, tu penses pouvoir me maîtriser parce que tu as l'impression que je suis une femme, mais je peux te montrer mes parties intimes et tu verras que j'en ai une plus grosse que toi. Tu veux voir ou pas? Crois pas que tu vas pouvoir m'arrêter. Et du coup, à partir de là, c'est ma copine, elle est venue, elle a commencé à l'enlever les doigts un par un et à me supplier, enfin à les supplier en leur disant non, pardonne-le, je sais pas quoi. Et à partir de là, ben, il l'a lâché, enfin je l'ai lâché. Et apparemment, moi je me souviens plus trop, mais apparemment on a dansé toute la soirée. Et les lendemains, j'ai fait mes bagages, je suis rentrée chez moi. Je suis plus jamais revenue chez eux. Mais bon, après voilà quoi. Moi, la moralité, c'est que, ok, bon, il y a des gens, ils y croient pas souvent, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent manquer de respect à ce qu'ils ne voient pas quoi. Enfin, moi, à partir de là, j'ai appris la leçon. Hein. Quand j'entends les gens manquer de respect, là, je dis, manque de respect seul, moi, je suis pas dedans.
En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça ma petite histoire. Merci beaucoup, Jasmine, pour l'histoire. Merci à vous et merci. Et donnez de la force, franchement. C'est très bien ce que tu fais. Franchement, tu nous... Voilà quoi. Ça donne envie de raconter son histoire, son vécu. On sait qu'on n'est pas tout seul et franchement, ça fait du bien. Je ne vous mens pas. Voilà, merci. Merci. Toi, Comment allez-vous? je vais très bien et toi? Ok, je vais bien. On a grandi la communauté, c'est une Gabonaise. Ok, Jasmine, ok. Ouais, je comprends maintenant. T'es une Gabonaise, hein? Oh, oui, Mhm. ok. Bon, l'histoire que je veux vous partager est celle de mon grand-père. D'abord, la première histoire, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, mon grand-père a vécu quelque chose il y a plusieurs années. Bon, il est déjà décédé, mais cette histoire m'a été racontée par mon oncle, le chef de famille, côté maternel. Alors, mon grand-père vivait au village, voilà. Et un jour, il a reçu la visite d'un autre monsieur du village, voilà, un notable du village et tout. Donc, il a reçu, comme au village, voilà, ils sont assis à la cour avec un petit verre de vin de palme et tout. Il papotait. Donc, à un moment donné, le monsieur lui dit, euh, tu ne sens pas l'odeur qui est... Ça me perturbe depuis là. Il dit non. Quelle odeur? Il dit oui, il y a une odeur là. On dirait une odeur de putréfaction, je ne sais pas. Quoi, il n'y a pas un chien qui est mort quelque part là? Mon grand-père était imperturbable. Il dit non, il n'y a rien. Le monsieur insiste. Il dit ah frère, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que c'est vers la route là-bas, mais sinon ici, dans ma concession, tu sais que moi je suis un maniaque, je nettoie toujours tout et tout. Donc c'est pas ici. Le monsieur insiste. Mon grand-père lui dit ah, parent, ce que tu dis là, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne sais pas de quoi tu veux parler. Il dit ok. Donc ils ont passé toute l'après-midi là et tout. Et après le monsieur a demandé à partir, il a dit au revoir. Donc quand il est parti, le lendemain, au bout du village, il y a un de ses frères qui revenait du bout du village. Il lui dit ah, mais tel, mais tu entends ce qui se dit au bout du village là-bas? Il dit non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais il y a tel, il dit qu'il était chez toi hier, tu es un sorcier et tout. Il dit mais je suis un sorcier à quel niveau? Non, que tu as voulu le tuer, voilà, tu lui as servi un verre et puis il ne comprenait pas. Il dit mais vous me parlez de quoi? Oui, j'ai bel et bien reçu tel. Mais il se plaignait d'une odeur que moi je ne sentais pas en fait. Donc je ne sais pas à quel niveau moi je suis sorcier. Si lui, il a senti une odeur que je ne sens pas, c'est que c'était sans doute lui, l'odeur était sans doute sur lui. Moi je ne sais pas de quoi il veut parler. Bah si c'est pour cette raison que je suis un sorcier, ben je suis un sorcier alors, dites-le. Ok. Donc, ça a commencé à jaser dans le village et tout, que oui, mon grand-père est sorcier, voilà, il ne faut pas le fréquenter et tout. Donc, en fait, le monsieur avait été envoyé en mission, voilà. Le monsieur avait été envoyé en mission, comme quoi, dès l'instant où mon grand-père devait se plaindre de l'odeur, un sort devait lui être lancé en fait. Il devait avoir un fusil nocturne comme on dit chez moi au Gabon. Voilà. Donc, s'il se plaignait seulement que mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça, il allait automatiquement recevoir quelque chose et puis il devait tomber malade, il devait mourir. Donc, c'est depuis cet incident que mon grand-père en fait, il a dit à tous ses enfants que Bâtard, diabignou. Bon, on est franc. Donc, bâtard, diabignou, on ne se plaint pas des odeurs. Parce que tu ne sais pas qui est à côté pour entendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est caché là pour entendre rien que le fait que tu te plaignes d'une odeur. Moi, j'ai évité de mourir à cause d'une odeur. Quelqu'un a été envoyé par un cercle mystique dans le village et tout. Donc, si ce jour-là, moi, je m'étais juste plaint de cette odeur-là, je ne serais plus là à vous raconter cette histoire. Donc, cette histoire a été relayée dans la famille. En fait, c'est devenu comme un interdit, en fait. C'est que peu importe
On monte, on descend, qu'est-ce qui se passe? Il y a une odeur bizarre. Hmm. On cherche d'abord l'origine avant de se plaindre. Si on trouve, si c'est par exemple dans la maison, on sait qu'il y a les souris et tout, on cherche. Si tu trouves, là tu dis, donc l'odeur là c'était la souris, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Tu peux pas te plaindre automatiquement. Donc, c'était un peu ça, la première histoire. Donc, je vais monter après pour raconter celle de ma mère. Merci beaucoup, Oui, Christa, vraiment, pour une l'histoire. odeur, vraiment, même l'odeur est étonnée. Bon, je reviens tout à l'heure. Merci de liker, de laisser des commentaires. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, likez, partagez, invitez vos amis, invitez vos petits frères, petites sœurs. Comme ça, eux aussi viennent profiter des histoires qu'on écoute ici. Si quelqu'un pète, je serai la première à rigoler et à me plaindre. Non, je plaisante. Oui, alors là, c'est l'histoire de mon ex-belle-mère. Parce que moi, je suis une personne assez sceptique. En gros, la chose, si je ne la vois pas ou si je la vis pas moi-même, c'est impossible de me dire qu'elle a existé. Alors en fait, cette histoire-là, ma belle-mère, elle est rentrée un dimanche après le marché du matin. Elle demande, parce que j'habitais chez elle quand j'étais à La Réunion. Et du coup, elle est rentrée un matin, elle demandait à son fils, on va à tel endroit, tu veux venir? Moi, j'étais la première à dire oui, comme si on m'avait proposé. En fait, ils allaient faire de l'exorcisme. Et du coup, j'ai dit, moi, je viens. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on y va. Du coup, on commence à y aller, on roule. Elle était partie acheter une poule blanche. Moi, en soi, à cette période-là, j'avais quoi? J'avais 18 ans, je ne me posais pas plus de questions que ça. On y va, c'est tout. Du coup, on est parti et sur la route, on entendait dans le coffre, la poule, elle se battait. Mais genre, vraiment, t'entendais des bas partout, quoi. Et du coup, quand on est arrivé à l'endroit, c'était en bord de mer. On est arrivé, on a descendu, il y avait des escaliers à descendre pour arriver sur la plage. On est descendu et quand on a ouvert le coffre, on a vu que, en fait, on a garé la voiture en haut et on a dû descendre les escaliers. Quand on a ouvert le coffre, on a vu la poule, elle était décédée. Du coup, ma belle-mère, elle dit à ma tante, parce que c'est ma tante apparemment qui devait l'exorciser, elle a dit à ma tante, mais la poule, elle est morte, on fait comment? Du coup, ma tante, elle lui dit, mais de toute façon, dans tous les cas, ça va être tout le temps la même chose. Chaque fois qu'on va prendre une poule, le temps de faire la route, elle serait morte. Moi, je vous répète ce qui a été dit, parce que, sans vous mentir, je ne comprenais rien à cette époque-là. Du coup, ça ne sert à rien qu'on retourne parce que ça sera tout le temps la même chose. Du coup, on est descendu en bas. Ils ont commencé à faire leur rituel. Il y avait des herbes, des plantes, puis la poule. Et il fallait égorger la poule, puis prendre le sang de la poule. Et quand ils ont égorgé la poule, aucune goutte de sang. Il n'y avait pas de sang, rien. Du coup, ils ont dit, bon, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Du coup, j'ai vu, elle a assis ma belle-mère. Elle a commencé à lui mettre les herbes là qu'elle avait écrasées et à lui mettre, vous savez, l'argile blanche là. Ils lui ont mis dessus et tout. Et de là, elle commence à parler. Elle montait en transe et elle parlait. Ça, c'est pas, je dirais même pas que c'est un langage. Je sais pas. Elle parle, et la vérité, vous rigolez pas, hein. Elle parlait, des gouttes, des trucs comme ça, tu sais. Non, je te jure, jamais entendu. Et je vois ma tante, elle lui répond genre en mode normal. Il lui répond normal. On comprenait, nous, ce que ma tante, elle disait, mais ce qu'elle disait, moi, je comprenais pas. Du coup, je demande à la personne qui était à côté de moi, je fais, c'est ça le langage des esprits? Il me fait, oui, en vrai, les esprits, si tu veux, ils parlent toutes les langues. Mais ça, c'est leur vrai langage. Je dis, ah ouais, bizarre, hein? Du coup, c'est là en train de parler jusqu'à un moment donné, elle parlait français. C'est-à-dire, ma tante lui disait, maintenant, tu vas t'en aller. Elle disait, non, j'irai nulle part. Je reste là. Et elle dit, ok, d'accord, tu veux pas y aller, il n'y a pas de souci. Elle commençait à lui jeter de l'eau. Et elle commençait à crier, non, arrête, tu me brûles et tout. Il disait des trucs incompréhensibles. Et à un moment donné, elle a dit, ok, c'est bon, je vais y aller. Je vais partir. Après, elle est restée peut-être quelques secondes de réflexion. Et il lui a demandé quoi? Ouais, mais moi, je vais partir, je vais aller où? Elle a dit, mais tu te démerdes, retourne chez toi. Il a dit, ben non, ils ont scellé ma maison pour plus que je retourne tant que j'ai pas fini mon travail. Elle a dit, ben mon gars, tu vas vite partir parce que je vais te brûler. Elle a dit, oui, mais je vais partir, je vais où? Il a dit, ben tu retournes, soit tu vas retrouver les personnes qui t'ont envoyé, soit tu te démerdes, mais tu restes pas là. Elle a dit, non, je peux pas partir. J'ai nulle part où aller.
Et il a commencé à la brûler, elle a commencé à crier, hurler de tous les côtés, jusqu'à ne plus en pouvoir. Après, elle a dit, ben, c'est bon, je vais partir. Je préfère errer que de mourir brûlée. Elle a dit, ok. Du coup, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, ils l'ont emmené en mer. Du coup, moi, la suiveuse, j'ai suivi. Ils ont suivi. Merci. J'ai suivi. Du coup, on est parti jusqu'à, tu sais, genre l'eau, à ras de l'eau, là. Et quand comment expliquer ça? Tu sais, genre, quand elle rentrait dans l'eau, franchement, la plage, elle était calme. Il y avait personne sur cette plage. Il y avait que nous. Et quand elle rentrait dans l'eau, une vague, quand je te dis une vague, j'en ai jamais vu d'aussi grande. Genre, dès qu'elle est rentrée dans l'eau, il y a une vague qui s'est formée, ça l'a couvert d'un coup. Et l'eau, elle s'est retirée au loin. Et du coup, on nous a dit, ben là, il faut partir par contre, mais personne se retourne. Et comment j'étais tentée de me retourner, Starfall-là. J'étais tentée, hein, vraiment. Mais bon, je ne me suis pas retournée. Malgré que je sois sceptique, je suis une grosse peureuse. Du coup, ça va. On est monté les escaliers, on a pris la voiture. Mais je ne vais pas mentir que quand on était dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil vers la mer. C'est tout. C'est tout. Je refais une demande directe après. Donc, si tu me vois, c'est que j'ai fait la queue comme tout le monde. J'ai plein d'histoires à raconter. Aujourd'hui, je suis lancée. D'accord, merci beaucoup, Jasmine, pour l'histoire. De rien. Mais même si je fais la demande tout à l'heure, il y a encore 13 personnes là. Donc, ça va m'étonner ce que tu vois encore. On dit que c'est toi qui montes alors qu'il y a 13 personnes qui ne sont pas encore montées. Non, tout à l'heure, il y avait 4. Ok. Allez, à toutes. Dans les commentaires. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment t'entends? Oui, ça va bien. Moi, mon histoire, elle est simple. Hein. Elle est simple parce que ça me concerne personnellement. Et c'est un rêve, ok? Moi, j'ai rêvé. Il y a en 2009, ça c'était en 2009, quand ma femme attendait mon premier fils. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il y a 2 personnes qui sont venues me voir. Et ils m'ont remis, c'était un monsieur, un adulte qui était comme dans les boubous, comme un peu dans les boubous du pays là, tu vois, les longs boubous avec un chapeau vert, le petit chapeau au creux de la tête qu'on met sur la nuque. Et il y avait une dame aussi qui avait, une madame aussi, et qui était habillée aussi en africain. Et qui avait comme, tu vois, le foulard que les femmes africaines mettent, de couleur verte aussi, sur sa tête. Et ils m'ont remis un poulet, tu vois. Ils m'ont remis un coq. Ils m'ont dit de sacrifier le coq. Et je répète encore que ma femme était enceinte de mon premier fils, tu vois. Elle était enceinte, c'était dans les débuts, là. C'était quelques semaines, là, à peu près comme peut-être 20 semaines, 23, 24, 25, 28 semaines. À peu près. On n'était pas encore arrivé au bout. Et là, ils m'ont remis le poulet. Et là, ils m'ont dit, il faut que tu fasses un sacrifice avec ce poulet-là. Il faut que tu l'égorges. Ils m'ont remis un couteau. Et j'ai pris le couteau et j'ai pris le poulet. Et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse ce sacrifice-là? Ils disent, non, c'est pas important ça, il faut juste le faire. Il faut juste le faire. J'ai dit, mais je peux pas faire un sacrifice si je ne sais pas c'est pourquoi. Il me dit, non, il faut le faire, c'est pas grave, il faut le faire. Ben, ok, je me suis obstiné un peu, mais après, je me suis dit, ok, c'est un coq, là, c'est une poule, c'est pas grave. Puis, j'ai dit, moi, je suis à Montréal, et je regardais derrière un abribus. Je suis à Montréal, mais je viens de Côte d'Ivoire. Et là, je regardais derrière un abribus, ok. C'est comme s'il avait neigé, et il y avait un tas de neige qui était là. Et ils m'ont donné, j'ai pris le couteau, j'ai creusé un trou dans la neige. J'ai creusé un trou dans la neige, et j'ai déposé le poulet à côté. Et au moment de venir l'égorger, juste au moment de venir l'égorger, je vois que le poulet, le coq, s'est transformé en un petit garçon. Un petit garçon couleur brune, vraiment bronzé là. Là, je suis choqué, je suis surpris. Et je regarde derrière, je dis, mais c'est un enfant qui est là. Et ils me disent, c'est pas grave, vas-y. C'est pas grave, vas-y. Je dis, mais comment ça, vas-y? C'est un enfant qui est là, et puis vous me dites d'aller, mais moi je peux pas. Et là, il y a eu comme une lutte
une lutte mystique entre quelque chose qui me poussait à égorger le petit bébé qui était là, en même temps, ma force intérieure qui me disait non, tu peux pas faire ça, ma conscience en même temps. Et cette lutte-là, ça a duré un temps. Pendant ce temps, eux, ils me disaient vas-y, 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 vas-y. À un moment donné, j'ai pris le couteau, je l'ai piqué dans la neige et j'ai soulevé l'enfant et je l'ai collé sur moi. J'ai dit non, je ne peux pas. Ils me disent ah, mais dans tous les cas, ton prochain enfant sera une fille et tout. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et j'ai dit non. J'ai dit peu importe ce qui va arriver, cet enfant-là, je vais le garder quand même. Je vais le garder. Et je l'ai collé sur moi. Et ils ont commencé à me suivre. Ah, mais toi, tu es... Et puis, ils ont commencé à me gronder d'une certaine façon. Là. Mais là, je me suis dirigé et j'ai apparu. J'ai apparu comme dans mon pays, en Côte d'Ivoire, là où j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi. J'ai apparu dans notre cour familiale. Ben, j'ai dit tout de suite que ni ma grand-mère ni mon arrière-grand-mère ne vivent encore. Hein. C'est-à-dire que mes grands-parents, il n'y a personne qui vit là. J'ai seulement des tantes là-bas et tout. Mais quand j'ai apparu là-bas, ils ont disparu derrière moi, tu vois. Ils ont disparu derrière moi et ça n'a pas duré. Les jours, les semaines qui ont suivi, ben, il y a eu des complications et tout. Puis mon fils, il est né à 28 semaines, prématuré, grave. On est resté à l'hôpital pendant un temps et tout. Et j'avais jamais dit à personne qui m'avait dit dans le rêve que mon prochain enfant serait une fille, tu vois. J'avais jamais dit à personne, j'avais gardé ça pour moi. Jusqu'à temps que mon deuxième enfant soit une fille, tu vois. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'histoire qui est là. C'est quand même, j'ai trouvé ça quand même assez comme poignant, comme histoire. Et ça avait des rapports aussi avec la réalité aussi. Tu vois, le petit garçon, c'était un garçon. Et mon enfant qui est né aussi, que ma femme attendait, c'était un garçon, c'était la même couleur, c'était vraiment la même chose. Et puis ils m'ont dit encore que je vais avoir un autre enfant qui sera une fille. Et je sais que la probabilité c'est 50-50, mais même à ça, c'est que tu vois que. Donc c'est l'histoire que je voulais raconter. Donc j'ai jamais eu d'explication à ça parce que je suis pas quelqu'un qui consulte ou qui fait des trucs et tout. Mais je tenais à raconter quand même l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Ismo. Merci. Laissez un like, partagez la vidéo, partagez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va passer à la 7e histoire. Bonsoir, DMG. Ça va et toi? Je vais très bien, merci. Ok. Je vais te raconter mon histoire, mais tu dois, si tu parviens, tu dois m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Il y a cela quelques mois, j'avais perdu mon travail et j'ai changé de ville pour essayer de trouver un autre. Du coup, quand j'arrive là, on me propose un travail, mais ce n'était même pas dans mon domaine d'activité, mais c'était un travail de nuit, donc je travaille de 16h à minuit. Et là, ça m'arrangeait parce que je pouvais le faire et aller déposer mes CV. Et s'il y a entretien, je devrais le faire. Première semaine de travail, tout se passe bien. Deuxième semaine, tout se passe bien. Troisième semaine, le bâtiment où je devais effectuer le nettoyage, ben, je commence à ressentir la présence de mes parents dans le bâtiment. J'étais seul. Et troisième semaine, j'ai ressenti une fois, 2 fois. Quatrième semaine, ça devenait récurrent. Et je précise que je suis orphelin de père et de mère. Donc, à partir de la quatrième semaine, tous les jours, je ressentais la présence de mes parents dans le bâtiment et j'étais seul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Cinquième semaine, le lundi, j'arrive, le chef d'équipe me dit voilà, la patronne n'est pas contente de moi, que je ne travaille pas bien. J'arrive mardi, je rencontre la patronne, je lui demande est-ce qu'il y a un problème avec mon travail. Elle me dit non, il n'y a rien, tout se passe bien, ça va. Mercredi, il y a une dispute qui éclate entre le chef et elle. Parce que elle se plaint que le chef ne me contrôle pas, ne contrôle pas mon travail et tout. Et je dis au chef que mais voilà, j'ai causé avec elle mardi, je lui ai demandé s'il y avait un problème sur mon travail, elle m'a dit non.
il y a un carnet où chaque jour, on note les défauts qu'il y en a dans notre travail. On prend des petites photos, on met. Je demande, mais regarde le cahier. Est-ce qu'il y a des photos de mon bâtiment dans le cahier? Il regarde, il ne voit rien. Il dit, mais elle se plaint alors pourquoi? Il me dit rien. Jeudi, toujours des problèmes. Et vendredi, on m'annonce que voilà, mon contrat est annulé, je ne dois plus travailler là. Du coup, j'ai arrêté le travail. Mais malheureusement, chance pour moi, j'avais négocié un autre travail dans mon domaine d'activité le lundi qui suivait. Donc, du coup, je suis allé à mon entretien, tout s'est bien passé. Là aussi, j'ai travaillé 3 mois. Cela s'est arrêté et je suis encore à la maison pour je recherche le travail. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé dans cette entreprise-là. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti la présence de mes parents et pourquoi est-ce qu'on m'a renvoyé jusqu'aujourd'hui alors que je travaillais bien. C'est un peu ça mon histoire. Oh. Merci beaucoup Alistair pour ton histoire. Merci. Allô? Allô? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir ta communauté. Alors, l'histoire que je vais te raconter, parce qu'à l'époque où nous étions jeunes... L'histoire que tu vas nous raconter. Mon histoire que je vais vous raconter, en fait. Voilà, ça s'est passé il y a des années, à l'époque où nous étions gamins, et nous ne savions pas que c'est des histoires mystiques et mystérieuses, tu vois. Alors, entrons dans le bref du sujet. Si vous avez entendu parler à une époque, le monsieur qui pêchait et il a pêché le coquille chaud. J'étais là, oui, non pas les yeux, le coquille chaud. Donc la dernière fois, lorsque je suivais, les gens te proposaient le coquille et voilà, ça donc celui qui vient souvent me demander, c'est là que définitivement le coquille, c'est le coquille là que tu me donnais. Le coquille qui vient de l'eau. Je t'assure DMG. Non. Je t'assure DMG. C'était du coquille chaud. Voilà, comme je disais tantôt, c'est dans une ville de Douala. Je ne sais pas si le coin existe encore. On appelait le coin avant le dépôt Isakam. Alors, étant gamin, comme je disais tantôt, nous avions l'habitude, entre jeunes du quartier, aller se baigner dans des rivières. C'est-à-dire, il y avait deux coins. Il y avait un coin qu'on appelait la chambre noire. Il y avait l'autre coin auquel l'eau passait sur un tunnel. Et de l'autre bout de la rue, il y avait des pêcheurs qui faisaient leurs choses et aussi des sableurs. C'est-à-dire des gens qui vont dans de l'eau et extraient du sable. Alors l'histoire, il s'est passé tellement de choses là que je vais essayer de condenser quoi, pour ne pas revenir sur le même sujet de la zone là. Alors, ce jour, je quitte avec mes amis du quartier. On dit, les gars disent qu'il fait trop chaud, ces doigts-là, il fait trop chaud. Allons nager, allons à la piscine. Mais nous n'avions pas de l'argent pour aller à la piscine. C'est-à-dire, pour aller à la piscine, il faut sortir 1000 francs. Il y a un copain qui nous a dit que non, il y a un coin, on va là-bas, c'est free, c'est la rivière. Ok, d'accord, on y va. Je t'assure, DMG, dès que nous sommes arrivés là, au bout de quelques heures, à pied, dès que je suis arrivé là, j'ai rencontré des mamans, voilà, qui lavaient des linges. Et aussi, c'est d'où j'ai compris que parfois les draps qu'on achète dans les marchés, c'est en principe les draps que les gars ramassent, ils lavent et ils mettent cette peinture là. On te dit que voilà, c'est des artistes, ils fabriquent. Bon voilà, je passe là-dessus. Alors nous étions dans l'eau, nous étions en train de nager, il y avait plein de monde. Subitement, on entend qu'il y a, de l'autre côté, il y a un monsieur qui pêchait et voilà, il a disparu dans l'eau. Et lorsque les gars ont sorti sa maison, ils ont trouvé du coquille. Du coquille, voilà, coquille de Bagante, là, je sais pas, une zone africaine, voilà. Très bon, surtout. Alors nous avons accouru de l'autre côté, voir si c'était vraiment réel. Je t'assure, le coquille était chaud, sorti de l'eau. Je dis, le coquille était chaud, la vapeur là montait dans le coquille.
On a demandé, mais où se trouve le monsieur? Il y a un monsieur, il y a un autre type qui a dit que voilà, il était de l'autre côté de la rive. Et tu sais, les pêcheurs là, ils sont pas dans le même coin. C'est-à-dire, je prends une rive, toi tu prends l'autre côté. Il dit, bon là, il était là, il voyait le monsieur. Après, subitement, le monsieur a disparu. Le monsieur a disparu. Alors, il revient pour savoir où le monsieur était parti. Il voit son hameçon est là. Il essaie de faire sortir la maison. Ben, il trouve le coquille. Ben, j'ai pas pris peur. Nous sommes rentrés au lendemain. Et quelques temps après, je reviens parce que là, je suis revenu seul. Alors, comme il y avait trop de monde, il y avait les filles, il y avait les garçons qui nageaient dans la rive là, voilà. C'était devenu beau, je passais le temps. C'est d'où j'ai appris à nager. Quelques heures après, lorsque je reviens après sans mes amis, je me rends compte, on dit dans l'autre côté, il y a une fille qui se noie. En fait, il y a une fille qui est descendue de l'eau, elle ne parvient pas à remonter. C'est d'où on appelle les, je ne sais pas comment on les appelle encore à l'époque, je ne me rappelle pas, les riverains, je ne sais pas trop, un truc comme les pêcheurs. Ils sont descendus dans l'eau. Un est descendu pendant plus de 2 minutes. Mais dans mon cas, c'est que, est-ce que quelqu'un peut faire 2 minutes sous l'eau? Il descend, il revient sur la rive, il demande qu'on lui donne, c'était un jujube, un truc comme ça là. Le gars se met à marcher, il redescend dans l'eau. À peine 30 minutes, il ressort avec la fille. Cette petite fille, je ne sais pas si la fille avait 12 ans. Hein? Je ne sais pas si elle avait 12 ans. Dès que la fille ressort, le pied a complètement enflé. Et dès que je t'assure, la fille a fait 30 minutes sous l'eau. 30 minutes sous l'eau. C'est-à-dire le mec, comment on l'appelle encore, le pêcheur ou bien quoi que ce soit, il est sorti de l'eau 3 fois, c'est-à-dire en 3 fois, et le gars faisait maximum 2 minutes sous l'eau. C'est-à-dire il sort, il mange ses écorces, il revient sous l'eau, il sort, il mange ses écorces, il revient sous l'eau. Toute la population était aux environs, c'est-à-dire c'était devenu trop fort là, c'était devenu trop fort. Moi, étant gamin, moi, je voyais pas, je me suis dit que bon, une personne se noie, c'est normal que la personne peut sortir. Et c'est quand je vous écoute que je me rends compte que, en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est du mystique. Il y a des choses mystérieuses à l'intérieur. Et je vais te choquer par la suite. Depuis que j'ai appris à nager là, je suis devenu maître nageur. J'étais 3e national au Cameroun. Et en fait, quand le temps va évoluer, je vais revenir, je vais descendre et raconter les histoires des eaux auxquelles j'ai même eu affaire de bouche à bouche à quelqu'un et que ça m'a coûté 10 ans de prison ferme dans une ville de l'Ouest. Ouais. Et j'ai suivi Allstep, le monsieur qui venait de passer, qui faisait comprendre qu'il a perdu son emploi. Tout ce que je peux dire à ce monsieur, c'est que bienvenue dans la famille des orphelins. Et si déjà ses parents étaient ou bien sont venus leur rendre visite dans l'appart qu'ils voulaient nettoyer, je me dis peut-être que le type n'a pas pris ça au sérieux, quoi. C'était déjà un message. Tout ce qu'il fallait faire, c'était de rentrer et voilà, essayer de prier pour voir ses parents dans la nuit et causer, dit que pourquoi vous êtes venu me voir. Le monsieur l'a négligé. Et cette femme qui a essayé de faire, parce que moi j'ai vécu les mêmes problèmes, auxquels on a dit que j'ai détourné les fonds de l'État. 10 ans de prison. Allez, au monsieur, parfois, s'il voit les rêves concernant ses feux parents, qui prennent vraiment soin et le plus important, parfois, lorsque tu vois tes parents en rêve et que tu ne fais pas les offrandes le prochain jour, c'est difficile que tu aies des significations par rapport au rêve. En fait, c'est un peu ça. Allez. D'accord, merci beaucoup, Ken, pour l'histoire. Ouais, merci. Il faut éviter le coquille chaud. Faut pas éviter le coquille chaud, il faut éviter. J'ai oublié de demander, même, je voulais savoir. Quand ils ont trouvé le coquille chaud, là, ils ont mangé ça ou bien ils ont laissé ça. Parce que le gaspillage de la nourriture, là, c'est pas bon. Hein. Faut pas gaspiller la nourriture. En tout cas, je vois, c'est encore Jasmine. Et je comprends pas pourquoi. Parce que Jasmine est montée tout à l'heure, là. Et il y avait les autres qui attendaient depuis là. Elle a raconté, elle a encore remonté, elle a encore premier. Je comprends pas comment ça se passe. Bonsoir. Coucou, bonsoir DMJ. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, j'espère que toi aussi.
Je vais très bien, merci. Ok. Bon, l'histoire que je veux raconter ce soir, c'est l'histoire d'une cousine lointaine, vraiment, bon, très loin, de très loin les relations en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, quand elle est née, elle est née, et sa mère, quand sa mère l'a accouchée, en fait, elle est née, comment je vais dire ça? Le mari de sa mère, elle n'a connu que le mari de sa mère, en fait. Et sa mère ne l'avait jamais dit qui était son vrai père. Donc, le mari de sa mère l'a élevée de là où elle était dans le ventre jusqu'à ce qu'elle a eu 18 ans. Elle allait à l'université, elle a commencé à travailler et tout et tout. Donc, elle ne connaissait que le mari de sa mère. Elle ne savait vraiment pas que ce n'était pas son vrai père. Et l'amour est né entre la relation entre père et fille comme ça. Donc, à sa grande surprise, il s'avère que sa maman recherchait son vrai père, puisque son vrai père était un grand type de la place et tout. Donc, elle a cherché le vrai père de sa fille en question. Donc, quand elle a trouvé et elle a su que c'est un grand type de la place, elle a commencé à être un peu bizarre avec avec son mari en question. Donc, elle voulait à tout prix que sa fille connaisse son vrai père. Donc, elle est rentrée en contact avec lui. Et après, la fille aussi est rentrée en contact avec son vrai père en question. Donc, à chaque fois quelques temps après, ils se sont tissés des liens entre un vrai père et sa fille en question. Quelques temps après, à chaque fois qu'elle fréquentait ce monsieur, quand elle revenait à la maison, elle avait les maux de tête. La première fois, elle n'avait pas remarqué cela. Elle avait les maux de tête, des violents maux de tête. À chaque fois qu'elle partait, elle fréquentait le monsieur. Quand elle rentre à la maison, toujours la même chose. Si ce n'est pas les violents maux de tête, c'est des fièvres vraiment intensives. Ou encore, elle ne se sentait pas à l'aise. Et donc, 2 à 3 fois, elle a fait asseoir la mère. Elle dit que, mais attends, maman, j'ai remarqué que à chaque fois que je vais chez papa, puisqu'elle l'appelait déjà aussi papa. À chaque fois que je vais chez papa, et je rentre, je remarque que j'ai des fortes fièvres ou encore j'ai des violents maux de tête. La mère, c'était pas trop pour elle, n'a pas pris ça trop en considération et tout. Donc, elle a laissé tomber. Voilà, maintenant, un jour, le monsieur était, pour ceux qui le savent bien, quand tu es vraiment un grand type de la place, forcément, tu es dans les choses là. Donc, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur est allé vendre sa fille dans les pratiques et tout. Un jour comme ça, quand elle rentre à la maison, elle rentrait de l'école, de l'université, elle rentrait des cours. Quand elle arrive à la maison, entre-temps, dans la semaine, elle était chez son père là-bas. Quand elle rentre maintenant à la maison, elle fait une crise. Elle fait la crise de folie. En fait, elle délirait. C'est là où la mère a soupçonné. La mère a dit que non. Apparemment, c'est que ma fille est en train de vivre. Je dois faire quelque chose. Donc, elle est allée voir un pasteur. Le pasteur n'a pu rien faire. Et le pasteur aussi n'a pas vu vraiment de quoi il s'agissait. Et les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Donc, ils sont allés voir un exorciste à l'église catholique. L'exorciste a dit que la situation que je vais vous raconter, que je vais vous dire, elle est amplement plus sérieuse. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle n'aurait pas dû connaître son vrai père. C'est vrai que c'est son vrai père, mais elle n'aurait pas dû le connaître parce que apparemment, il est en train de vouloir, puisqu'il l'a vendu. Donc, si on ne fait rien en ce moment, elle va mourir. Voilà, l'oncle, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Le grand frère de la mère a vu la situation vraiment très sérieuse. Il a dit que non, je ne peux pas laisser ma nièce dans cet état. Il est parti menacer son père en question qu'il laisse ma nièce tranquille. Ma nièce a grandi avec un autre père. Donc, ce n'est pas parce qu'elle t'a connu que tu vas faire ce genre de choses. Il a dit que mais c'est ma fille.
vous n'aurez pas dû me la faire connaître, mais même si vous me l'avez fait connaître, c'est ma propre fille, donc j'ai le droit de faire de ma fille ce que je veux. Il a dit, même si tu as le droit de faire de ta fille ce que tu veux, tu n'as pas le droit de lui couper la vie et à un si jeune âge. Et c'est ton propre sang, tu ne peux pas tuer ta fille. Donc, on sait ce que tu es en train de faire, donc tu dois déjà arrêter ça. Donc, l'oncle de la petite l'a très bien menacé et tout. Et quand ils sont repartis à l'église, on a pu soigner la fille. Mais pendant qu'on est en train de soigner la fille, vraiment, il a possédé l'enfant. Il l'a vraiment possédé. C'était vraiment dur de délivrer la petite là. Il disait que je ne sors pas. Elle est ma propriété. Je ne sors pas. On a dit que non, non, non. Tu dois sortir. C'est pas toi qui l'as élevée, c'est pas toi qui l'as gardée. Bien qu'elle est de ton sang, mais c'est pas toi qui as tout fait pour elle. Donc, tu dois la laisser tranquille. À ce moment-là, c'est là où il a tout laissé tomber et tout. Mais pendant qu'on faisait la différence, lui, la délivrance, pardon, lui, il était menacé de là où il était. Il était vraiment menacé. Au point où il a appelé sur le champ. Que arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Arrêtez, sinon c'est moi que vous allez tuer. C'est l'oncle de la fille, l'oncle de la petite qui a répondu que si tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait, on ne serait pas arrivé là. Donc, si tu crois que tu es malin, va déjà détacher là où tu es attaché. Et les choses, on règle ça comme ça là. Maintenant, si tu veux insister, nous aussi on va insister comme ça, tu vas mourir. Et en ce moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est parti détacher ou bien peut-être qu'il est parti faire comment. Jusqu'aujourd'hui, la fille est guérie. Ça va bien. Elle a fait 2 enfants aujourd'hui et aussi elle est mariée. Et tout va bien. Aussi, moi, je voulais donner un conseil aux femmes là qui accouchent un enfant. C'est un autre père qui élève et tout. Et après, plus tard, parce que le vrai père est grand quelqu'un que vous allez maintenant dire que oh, ce n'est pas ton vrai père. Voilà ton vrai père. Ça là, vraiment, ça rattrape. Et c'est de retomber sur toi-même, ça te frappe toi-même, ça frappe l'enfant et ça frappe le père qui a élevé quoi. Voilà un peu, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup Laurie pour l'histoire. D'accord. D'accord. L'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée par mon père il y a cela, je peux dire 10 ans. À l'époque, je suis du Congo-Brazzaville. À l'époque, on était en ville. On vivait vers la maison d'arrêt. En fait, comme tu as dit, il ne faut jamais préciser. Il y a un bruit. Et malgré là. que moi, Il y a un bruit là sur ton téléphone. Là. C'est quoi sur les écouteurs? Oui, j'ai mis les écouteurs, que je puisse enlever. Non, oui, il faut retirer. Okay, c'est gentil. Donc, je disais, à l'époque, j'étais en terminale. C'est vrai que mon père, il est militaire, il travaillait déjà, mais après, il a dit qu'il devait reprendre l'université. Marianne Gouabi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Allô? De travail. Des travailleurs, au fait, ils venaient faire l'exercice à la maison de temps en temps. Elle avait son petit ami. Son petit ami, ils avaient déjà fait 5 ans ensemble. Mais malgré ça, parmi leurs profs, les docs là, un doc qui aimait la sœur. La sœur disait non, moi j'ai mon petit ami et tout, je ne peux pas laisser mon homme, mon fiancé, on a fait 5 ans. Et tellement qu'elle était belle, elle s'est dit, bon, attends, celui-là aussi n'a rien, il ne me donne rien. Là où je vais, là, on va peut-être aider la famille. Elle est obligée d'accepter les avances de leur doc. Là. Elles vivent ensemble. Elle vivait chez sa maman. Mais dans leur parcelle, il y avait... C'est vrai qu'ils ont construit d'un autre côté, mais l'autre côté, c'était vide. Le monsieur dit, attends, à ton âge, tu sors dans une même porte avec tes petits frères. Je veux te construire une très belle maison de l'autre côté. Il a fait une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Ils vont ensemble 1 année, 2 ans. Ensuite, le monsieur lui dit, écoute, ton ami du temps, je dois t'épouser, mais une condition. Elle dit, mais tu es mariée. Tu m'as dit que... Non, le monsieur lui dit, je vais t'épouser, mais ma femme doit être là. Elle a dit, mais ça ne se fait pas. Comment tu vas m'épouser en présence de ta femme? Tu me dis que tu as des enfants qui sont en France. Oh non, moi et ma femme, c'est comme ça. Elle n'arrive plus à entendu. Je pouvais prendre une 2e femme. Elle a dit, ok, mais à une condition, tu dois la considérer comme ta grande sœur et non ta rivale. Elle a dit, ok, puisque tu mets vraiment ma famille à l'aise, je ferai tout ce que tu veux. Quelque temps, mon père arrivait qu'elle était morte. Mon père lui a dit, ah, le monsieur là, on ne sait pas d'où il sort. C'est vrai que c'est un professeur. Tu as eu ton fiancé. Non, 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 non. Vous êtes des jaloux. C'est quoi ça? Vous voulez que je puisse rester avec la même vie? Le monsieur de tout arranger de mes frères.
et tout, elle essayait un peu, nous le savons tous, quand tu es dans le bain déjà et tout, tu vois, il y a l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Elle est obligée d'accepter. Ils se sont aussi vraiment mariés. Sa femme était là, non, elle parlait devant c'est une petite soeur, je vais la prendre comme ma petite soeur, elle sera respectée. Il faut lui parler, c'est d'abord à elle de me respecter, ensuite 2 mois après, puisque le monsieur vivait à l'aéroport, et là où il vivait, il y avait 2 bâtiments. Le deuxième bâtiment, là où il avait construit pour la fille, bon, je ne sais pas si la maison existait avant, comme on a su le bâtiment, il dit, les deux ne peuvent pas habiter dans une même maison. Donc les coépouses, même parcelle, mais pas même maison. Ce bâtiment, c'est ceci. Moi et ma femme, nous sommes ici, mais de temps en temps, en tant qu'homme, si je dors ici, demain je viens dormir chez toi. Là. Ils ont commencé à vivre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est la première de la petite. Il dit à la petite, s'il te plaît, il faut aussi venir travailler. Maintenant que tu es déjà dans la maison, tu dois savoir comment notre mari gagne de l'argent. Elle a dit, finalement, ça veut dire quoi? Lui, les docs, on paye bien les docs, ça fait semblant. Ne fais pas semblant, ne fais pas semblant. C'est pas question parce qu'il est doc. Tu sais ce. Ensuite, elle dit à la première dame, ok, c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Au fond de la maison, là où il y avait il y a un truc, le gars avait construit comment est-ce qu'on appelle là? Une petite morgue. Il y avait son frère qui était mort. Tu es obligé à tout ce que monsieur portait comme habit tous les jours. C'était d'abord, tu nettoies le mort dort atteint. C'est là où le monsieur doit porter, que ce soit la montre, la chaînette, des bagues. Donc, même si dormir avec, donc quand ça sort du pressing, c'est d'abord le mort qui dort. Ensuite, c'est le lendemain, c'est le monsieur. Elle a nettoyé la montre. Pendant toute une semaine, la première femme faisait en sa présence. Ensuite, la première femme dit, là sera ton tour. Oh voilà, ok, c'est bon. Elle, maintenant, elle a supplié la première dame, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Viens m'aider, je veux faire, on va faire. La femme dit, non, 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 moi je ne t'assiste pas. J'étais déjà montré pendant toute une semaine, je ne t'assiste pas. Ensuite, le monsieur, quand il arrive, le monsieur lui dit, tu vois ce que tu as découvert, si tu n'as pas le droit d'en parler à qui que ce soit, peu importe le problème, tu n'as pas le droit d'en parler. Tu n'as pas le droit d'en parler. Elle est dit, je m'attends. Elle est mariée à un homme, elle est véhiculée, elle est bien, mais pourquoi elle ne fait que maigrir? Pourquoi il fait que perdre? Elle ne fait que perdre. On lui pose la question, elle dit non, 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 il n'y a rien. Non, 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 il n'y a rien. Non, 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 il n'y a rien. On lui dit non, dis la vérité, elle dit il n'y a rien. Et puis une fois, elle va voir sa maman, elle dit à sa maman, ah maman, moi je suis venue passer la nuit avec toi, je veux juste passer la nuit chez toi. La mère appelle son mari, ah viens récupérer ta femme, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais ta femme veut passer la nuit chez moi, moi je ne veux pas de ça. Je ne suis pas une mère qui autorise. Ensuite, le monsieur lui pose la question, mais c'est quoi? Oh non chérie, je suis fatiguée, je vais aller en France. Elle a dit, le monsieur dit, ok, tu vas aller pour que la dame prend le vol. Dès qu'elle quitte la maison, puisqu'elle vivait à l'aéroport, elle arrive devant l'avion, car qu'elle a l'habitude de nettoyer tous les jours. Donc le petit frère du mari qui lui dit, mais si tu vas la semaine prochaine, ça sera ton tour. Qui va me nettoyer? Elle a fait demi-tour. Quand elle arrive, elle se dit, elle dit au monsieur, mais tu m'as déposé, pourquoi tu es encore devant l'aéroport? Le monsieur dit, mais je savais que tu devais plus tard revenir. Tu ne devais pas rester là-bas, tu ne devais pas partir, tu devais peur, il était obligé d'aller tout raconter chez sa maman. Et quand elle raconte chez sa maman, elle dit à sa maman, maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Et la maman appelle le mari. Regarde ce que ta femme est venue d'inventer ici. Elle ne veut pas que nous soyons bien, puisque les gens te disent que ça bug. Oui, oui, quand tu parles, ça coupe un peu. Mais le Wi-Fi, excusez, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais dans ces cas, coupe seulement, elle est de déranger les autres, c'est pas bon, hein? Non, finis l'histoire, finis l'histoire.
Ah, d'accord, ok. La maman appelle le monsieur et dit au monsieur, regarde ce que ta femme dit ici, que tu es un sorcier et tout et tout. Ensuite, la femme, la fille dit à sa maman, ah maman, tu m'as tué. Quand elle rentre 2 jours après, elle meurt. La maman se met à pleurer et tout et tout. Il y a un pasteur qui arrive à lever. Elle était là à t'expliquer tout ce qui se passait, mais tellement que tu aimais l'argent. Tu as voulu fermer tes yeux et puis tes oreilles. Donc, c'était juste un moyen de dire à mes frères et sœurs, tel que nous sommes là. Quand tu as déjà quelqu'un, peu importe ce qu'il a aujourd'hui, tu ne connais pas son demain. Tu ne connais pas son futur. Si tu peux patienter, c'est bon, on ne te respecte pas. Mais pas là où c'est un problème d'argent. Non, c'est quand on ne te respecte pas, il faut partir. Quand on ne te prend pas à propos d'argent, là, s'il vous plaît, la famille, arrêtons ça. Essayons aussi de chercher notre propre argent avant de chercher les hommes riches. On peut aussi devenir riche avant de chercher. C'est un peu ça mon histoire. Merci, DMG. Yami, viens Allô, bonsoir. sauver le live, c'est pardon. Comment tu vas? Allô, je vais bien et chez vous? Très bien, merci. Ah, en fait, merci d'abord pour l'émission et puis à la famille partagée pour agrandir la famille. En fait, j'appelle pour raconter mon histoire qui date de maintenant 8 ans. Je suis ivoirienne et j'avais fait la rencontre d'un jeune avec qui je faisais le commerce en son temps. C'était la période de la crise et il était mon meilleur client et comme ça on a tissé une relation d'amitié. Après, c'est devenu une relation copain-copine. Donc, on a cheminé ensemble 2 ans comme ça. Et il a demandé à voir ma famille, qu'il voulait se présenter, il voulait officialiser les choses. Et donc, j'ai accepté. Ma mère, au début, elle ne voulait pas. Mais après, je me suis obstinée et elle a fini par accepter. Donc, on était ensemble. En tout cas, du côté de ma famille, tout le monde le connaissait. À part mon père, bien sûr, parce que ma mère et mon père sont séparés. Et donc, on a cheminé comme ça. Mais de lui, son côté, c'était un peu bizarre. Je connaissais son frère avec qui j'étais amie auparavant, sans lui-même le connaître. Mais le reste, je ne connaissais ni sa mère, ni ses autres frères et sœurs et tout. Donc, on a cheminé comme ça. Et un jour, il a décidé de me présenter à sa mère. Donc, je cause avec la bonne dame, tout se passe bien. Une autre fois, il me prend, il m'amène chez leur aîné. Il va me présenter. Et on part là-bas, tout se passe bien. Le lendemain, la mine de mon gars a changé. Il m'appelle, je vois sa mine est bizarre, je lui demande ce qui se passe. Il me dit non, il n'y a rien. Je lui dis mais explique-moi, il y a un problème. Il me dit non, il y a sa maman qui les a fait asseoir. Elle a grondé parce qu'il était allé me présenter à sa soeur. Bon, je me dis, ce sont les caprices de maman qui tape l'œil. Donc on reste dans ça. Il dit bon, qu'il veut officialiser sérieusement les choses. Donc, il veut aller faire coco. Je ne sais pas comment on dit ça au Cameroun, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit coco. Le premier pas, quoi, ça dit la dot. Cameroun, c'est ok, pote. Ah, donc chez nous, on dit coco. Parce que moi, je suis nordiste, chez nous, les nordistes... La dot ou bien coco, parce que là, c'est... Coco. Bon, en fait, la dot. Ça, c'est toujours la la même chose au Cameroun. Voilà. Donc, chez nous, les nordistes, quand tu dois faire ça, on prépare déjà tes ustensiles, tu commences à acheter tes trucs et tout. Donc, il a demandé, parce qu'il était dans un studio, donc il a demandé à ce que on prenne une chambre salon. Donc, on allait voir la maison et tout. Il m'a appelé, on allait voir la maison. Moi, j'ai aimé. Il a appelé sa maman aussi. Sa maman est venue. Donc, quand sa mère est venue, elle a apprécié la maison et tout. Et après, il m'appelle, il me dit, il comprend pas sa mère. Je lui dis, mais comment? Il me dit, sa mère dit, la maison où nous on a prévu aménager, c'est là qu'elle veut. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Jusqu'à là, moi, je ne vois pas de problème. Je me dis, bon, ce sont les caprices de maman. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donne-lui la maison si elle veut qu'elle prenne la maison. Il me dit, ok. Donc, on lui laisse la maison. Nous, on cherche ailleurs. On cherche ailleurs, on ne trouve pas de maison. Il a son ami qui déménage de chez lui. Donc, son ami nous dit qu'on peut prendre chez lui en attendant qu'on trouve mieux. Donc, on part chez son ami. On aménage là-bas. Et la bonne dame, la maison qu'on avait pris, qu'elle voulait, elle laisse là-bas maintenant. Elle part s'installer non loin de chez nous. Donc, le week-end, moi, je viens chez mon gars et tout. Je passe la nuit et puis je pars. Ah, la maman là, elle a laissé encore chez elle. Le week-end là,
elle vient dormir avec nous sur le même lit. Moi, je dors à côté, son fils dort à côté, elle dort au milieu. Donc, ça me faisait un peu bizarre. J'ai eu à m'engueuler avec lui et tout. Il m'a dit non, c'est ma maman, tu sais, parce que lui, il est le dernier. Non, c'est ma maman, tu sais, elle est un peu capricieuse et tout. Et un jour, il me fait asseoir, il me dit, je veux que, quel que soit ce qu'il va arriver, il faut jamais me laisser. Je lui dis, mais comment? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il me dit, non, jure-moi que, quel que soit ce qui va arriver, tu vas jamais me laisser. Même si un problème arrive, dis-toi que c'est pas ma faute, c'est pas ta faute aussi, faut pas me laisser. Donc moi, bêtement, je lui dis, ok, y a pas de problème. Donc, elle reste dans ça. Et puis, une fois, ma mère m'interpelle. Elle me dit, le jeune là, il n'a pas de problème, c'est quelqu'un de bien. Mais sa maman là, elle, je la vois pas d'un bon œil. Et moi, je trouve que parce que ma mère elle a tendance à un peu exagérer. Donc, je trouve que maman, elle exagère. Donc, elle prend son amie, une tata que je respecte beaucoup. Et la tata vient me dire la même chose. C'est là que la tata me fait appel. Elle me dit qu'elle veut me parler. Donc, je pars voir la tata. Il s'avérait que la maman de mon chéri en question est allée voir un marabout pour m'ôter la vie en fait. Et celui qu'elle allait voir, parce que ma mère elle consulte beaucoup, celui qu'elle allait voir, il s'avérait que ce dernier-là, c'était le beau à ma mère, le mari d'une de ses cousines éloignées. Donc c'est lui maintenant qui interpelle ma mère pour lui dire, ah voilà, que vraiment, que la petite se méfie parce que la dame là, elle n'a pas un bon fond. Ma mère me dit, je m'entête, je ne l'écoute pas. Après, lui, il m'appelle, il me dit, bon, il veut qu'on parte voir son oncle. En ce moment, moi, en fait, j'ai cette capacité-là. Dieu m'a fait grâce. Je vois, en fait. Mais je négligeais, c'est-à-dire, je prenais pas ça en considération quand je voyais les choses. J'avais tendance à négliger. Je sentais ça, mais je banalisais. Donc, il me dit que il veut je parte voir son oncle. Donc, on part chez son oncle, qui était un imam. On rentre. Dès qu'on rentre avec la maman là, elle me dit sors. Je veux pas que tu rentres ici, sors. Donc, quand elle me dit sors, moi je sors, je suis gênée, angoissée, je sors. Et le monsieur dit non, mais pourquoi tu la chasses, rentre. Et moi je rentre. Non, le monsieur me dit arrête-toi là. Je m'arrête. Il me dit avance-toi. Je m'avance. Il avait ses courriers qui étaient là. Il me dit arrête ça sur le courrier. Je m'arrête sur le courrier. Le monsieur me demande tu viens d'où? Je lui dis d'où je viens. Il dit ah mais la fille là, elle a une bonne étoile, elle a un bon aura, pourquoi tu fais ça? Et le monsieur lui demande de sortir, elle sort. Le monsieur s'entretient avec nous, il m'encourage, il me dit de ne pas laisser le jeune homme et tout. Mais jusqu'à là, moi, je ne comprends pas. Jusqu'à une nuit, je dors. Ça dit que je dors, je suis couchée, mais je ne dors pas en fait. C'est comme si je rêvais, mais c'est du réel. La maman, elle se cache même pas, ça dit qu'elle se cache même pas, elle camoufle même pas un peu. Elle vient là, elle se braque devant moi, elle me dit « Depuis je te parle, tu ne m'écoutes pas. Il faut laisser mon fils tranquille. Si tu ne laisses pas mon fils tranquille, c'est soit c'est toi, soit c'est moi. » Et je me lève, je dis bon, peut-être que je ne prends pas ça en considération. Elle revient une deuxième fois. Elle me dit, je te dis, si tu ne laisses pas mon fils tranquille, je vais te faire du mal. Et elle a parlé comme ça. Les semaines qu'on suivit, je n'ai pas considéré, je suis tombée malade. Pour rien, j'avais rien. Pour rien comme ça, je suis tombée malade. On va à l'hôpital, on ne trouve rien. Lui-même, il était fatigué. On va à l'hôpital. On tourne dans les hôpitaux, on ne voit rien. On va à l'indigénat, on fait tout ce qu'on peut. Et là, ma mère va voir des gens et on lui dit, ah, c'est quelqu'un qui lui a fait ça. Et qu'elle avait été prévenue et tout. C'est là que je prends conscience. Oh, mais j'avais oublié. Son aîné, mon chéri, son aîné était venu me voir une fois parce que lui, il est jumeau, il était venu me voir une fois et il m'a interpellé, mais j'ai pas considéré, je me suis dit, ce sont des histoires de famille, il blaguait. Il me dit que, voilà, ma maman, elle t'aime pas. Que vraiment, je viens te voir parce que tu es quelqu'un, tu es un bon, que ma maman, elle t'aime pas. Elle dit que tu n'as pas un bon pied. Que ton pied là, tu as des pieds de malheur. Donc, elle te veut pas dans la famille. Que vraiment, si tu peux, en tout cas, je sais pas comment tu vas faire, mais c'est toi qui aides mon petit frère en fait. Que parce que mon petit frère, il suit tout comme mouton, elle le trimballe dans des trucs, il s'en sort pas, elle le fait dépenser, c'est toujours lui, on l'envoie chez les marabouts, mais depuis que tu es là, il y a un changement, donc il faut faire attention. Et moi, j'ai pas considéré. Donc, on est resté dans ça.
On a continué. Pour finir, maman était fâchée. Elle m'a dit, ah, si tu veux t'entêter, si tu veux mourir, tu meurs. J'ai parlé, je suis fatiguée. Arrivé à ce moment, c'était trop. Les nuits, je ne dors pas. Je passe mes nuits à me battre même physiquement. Ça dit que je suis couchée, mais physiquement, je me bats jusqu'à je me lève en sueur. On m'entend parler, on me voit coucher, on me voit lutter et je me lève en sursaut. Ma mère a dit, il faut taper l'œil, il faut laisser. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Ce jeune-là, je l'aimais tellement parce qu'il était vraiment gentil. Vraiment, vraiment gentil. Et pour finir, un jour comme ça, il m'a appelé. J'étais au travail, il m'a appelé, il m'a dit, il se sent en prison, qu'il veut que je le libère. Et moi, banalement, comme ça, je lui ai dit, ok, je te libère. J'ai dit ça comme ça, et puis c'est parti comme ça. Et j'ai pleuré un bon moment, après, ça m'est passé. Mais jusque-là, la maman, elle m'a pas laissé. Elle dit que l'idée de mon fils, là, est toujours sur moi. Donc là, si je continuais à me faire du mal, j'étais obligée de quitter le pays. J'ai quitté le pays. Même quand j'ai quitté le pays, ma mère m'a fait quitter le pays. Même quand j'ai quitté le pays, elle s'est présentée à moi encore 2 fois. Et après ça, on a fait des prières et tout. J'ai pris des moments de jeûne. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Mais jusqu'à présent, je reçois en songe son fils. Il me demande de l'aider, que de ne pas le laisser. Mais bon, après, moi aussi, il y a ma vie. Hein. C'est vrai que je l'ai aimé, mais c'est pas pourtant que je vais perdre la vie. Donc, tout ça pour dire à mes frères et sœurs que parfois, il faut pas trop s'entêter, quoi. Souvent, les parents voient juste. Quand un parent te dit il faut laisser, il faut laisser. Il faut laisser, il faut pas t'entêter, sinon tu peux perdre la vie. Parce que moi, j'allais perdre ma vie comme ça gratuitement. J'allais perdre ma vie comme ça. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Il y a plein d'autres histoires. La prochaine fois, je vais raconter d'autres histoires. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Mouneissa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Comment vous allez? Je vais très bien. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, très bien. J'appelle du Mali. D'accord. Voilà, je voulais raconter une petite histoire réelle qui s'était passée il y a de cela 3 années environ. C'était une cousine qui logeait dans une cour commune. Donc, elle s'entendait moins avec une voisine et elle tombait fréquemment malade. À un moment donné, elle avait eu des furoncles au niveau des 2 seins qui l'ont réellement fatiguée. Et voilà. Après, elle a déménagé chez sa maman pour se faire traiter avant de rejoindre son domicile conjugal. Donc, ils ont pu faire quelques tours des hôpitaux et aussi rencontrer quelques marabouts qui ont aidé à pouvoir la faire guérir. J'espère que vous m'entendez. Je ne vois pas DMG sur place. Voilà, donc le dernier marabout qu'ils ont pu rencontrer lui a donné quelques médicaments et a demandé à ce qu'elle l'applique sur les plaies. Et que si c'est une maladie qui peut se guérir, elle va pouvoir être guérie en moins d'1 semaine. Au cas contraire, si c'est une maladie qui doit l'emporter, il y aura quand même une nouvelle. Ce jour-là, elle a appliqué la poudre sur les plaies au niveau du sein et elle a eu un peu la plaie, elle a pu dormir. Dans le sommeil, il y avait un serpent, réellement ça s'est passé comme ça, il y avait un serpent qui voulait se jeter sur elle. Elle dormait dans sa chambre, dans la chambre de chez sa maman. Elle a quitté le domicile conjugal. Elle a crié, parce que comme elle était malade, il y avait ses frères qui étaient à la maison. Il a surveillé son frère, un ami, sa maman. Donc elle a crié fort et tout le monde est venu se retrouver dans la chambre. Elle dit, il y a un serpent, il y a un serpent. Personne ne croyait. La maman disait, non, peut-être tu as fait un mauvais rêve dans le sommeil. C'est pas vrai. Et à la grande surprise de la maman, il voit le serpent sous la table. Et les 2 frères se sont mis ensemble, ils ont tué le serpent. Ils ont fait un tour, la maman dit, bon, ok,
Comme le marabout nous a demandé de revenir le petit soir, moi-même je veux faire pour moi. Ils ont fait un trou, ils ont mis le serpent dedans, qui est mort, et ils ont déposé quelques bras d'herbe. L'après-midi, ils sont allés voir le marabout, qui leur a demandé donc continuer le traitement, après vous venez me voir cet après-midi. Ils sont allés le voir. Donc, il leur a dit, ah, si c'est comme ça s'est passé, elle va apprendre la mort d'une connaissance, d'une personne qu'elle connaît très bien, qui est à la base de cette maladie. Et de retour à la maison, la famille conjugale ou bien le foyer, son mari appelle pour dire qu'elle a perdu telle voisine tout de suite. Donc, voilà l'histoire que je voulais raconter. C'est sa voisine directe avec laquelle elle avait vraiment des malentendus qui étaient à la base de sa maladie. Et quand ils ont tué le serpent, ce n'était pas un serpent naturel. Et quelques heures après, la voisine elle est décédée. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Salut. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout va bien. Je vais bien, j'espère que vous me recevez bien. Comme oui, je m'appelle Aoku. Ah ouais, c'est le ventilateur. Ok, là c'est bon? Oui, c'est bon là. Oui, j'appelle depuis le Togo. D'accord. Oui, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui s'est passée il y a de cela 1 an. Ouais. C'était une histoire concernant le grand frère. Bon, c'était un ami en fait. Bon, il était un chauffeur, conducteur de taxi. En fait, bon, au Togo ici, bon, dans notre métier, il y a souvent de la jalousie, tout le temps de la jalousie entre les chauffeurs, surtout dans les stations. Et ça a causé le grand frère. Bon, c'était un amateur, c'était un nouveau en fait. Il réussissait bien, il travaillait beaucoup. Il travaillait, bon, à part avoir son apparence, bon, il y a de quoi l'envier en fait. Du coup, bon, pour un rien, il ne faisait rien, il ne parlait pas, il est toujours gentil avec tout le monde. Et bon, je vous raconte l'histoire. Quelque temps, on a constaté qu'il est tombé malade. Il est tombé malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Au fait, il était assis au volant et puis il a perdu connaissance. Bon, on l'a amené à l'hôpital, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. 2 jours à l'hôpital, le gars il est parti. Il est parti. Du coup, à son enterrement, on était là, on était présents. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À son enterrement, bon, moi je ne m'y connais pas en affaires mystiques, mais à son enterrement, il y avait son cercueil qui refusait de bouger. Et le gars concerné, le gars qui avait mis des grilles sur son siège, il était présent en fait. Il était présent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Lui-même, il portait le cercueil de son ami. Le cercueil de son ami à qui il avait mis les grilles sur le siège. Il portait le cercueil. D'un coup, le cercueil s'est penché sur lui. Le cercueil s'est penché sur lui, tombé sur lui seul, l'écrasait fortement. Tout le monde a lâché le cercueil. Le cercueil l'écrasait fortement et il criait, bon, je vais tout dire. Et c'est là il a commencé par raconter l'histoire
tellement c'était terrifiant. Bon, c'est la fin de mon histoire comme ça. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. C'est toujours moi qui ai raconté l'histoire de ma copine Melda. Là, je reviens encore avec une autre histoire que moi-même j'ai vécue à mon lieu de travail. Ici au Gabon, on a ce qu'on appelle souvent bon, je sais que ça existe dans d'autres pays, les travails de vacances. Donc, pour les vacances, j'ai sollicité un travail en qualité de serveuse dans un restaurant de la place. Pour les Gabonais, je suis sûre qu'ils ont entendu parler du restaurant Le Royal, situé au Peuillage, avant l'aéroport. C'est même déjà fermé, ça a été remplacé par une pharmacie. Donc, je travaillais là, on était à 4 dans mon équipe. C'était en soirée, parce qu'on avait des semaines où on travaillait la journée et des semaines où on travaillait en soirée. Il y avait une dame qui venait tout le temps manger, on l'avait déjà remarqué, parce qu'elle nous laissait toujours des bons pourboires. Et à chaque fois qu'elle arrivait, elle demandait toujours à ce que ce soit moi ou alors une autre de mes collègues. Je ne vais pas donner son prénom, je vais juste donner un sobriquet, Fafa. Donc si c'est pas moi, c'est Fafa qui devait servir, mais personne d'autre. Maintenant, ce jour-là, elle arrive, c'était un vendredi en soirée, vers 20h par là. Elle arrive et un détail, c'est qu'elle s'habillait toujours en blanc. Tout pour elle était blanc, même la voiture qu'elle conduisait, c'était blanc. Tout pour elle était blanc. Donc, je vais vers elle, je lui salue poliment comme d'habitude. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, tu sais ma fille, à chaque fois que je viens manger ici, tu me réconfortes. Ah, je regarde la dame, je dis, je vous réconforte comment? Oh, dans ta manière de me servir, tu es simple, toujours souriante, joviale. Et j'aime bien venir passer du temps ici, même si que je ne commande pas grand-chose, mais le simple fait de vous voir travailler, ça me fait du bien. J'ai dit, ok, d'accord, merci beaucoup, madame, pour vos félicitations par rapport au travail que l'on fait. Ensuite, au moment que je vais me retourner, puisque j'avais déjà pris sa commande, je vais me retourner, elle me dit, tu sais, ma fille, je t'envie beaucoup. Je tique, j'ai dit, ah, comment? Là, à l'intérieur de moi, je me demande comment la femme là peut me dire des choses comme ça. Ensuite, je vais trouver ma collègue. Je dis, Papa, regarde un peu la femme qu'on sert d'habitude là, regarde ce qu'elle vient de me dire. Ensuite, je dis, bon, là, je vais pas aller seule. J'ai fait semblant, j'ai dit, mets dans le plateau ce qu'elle a commandé et je vais pas à deux. Maintenant, quand on arrive toutes les deux comme ça, elle salue aussi Papa, bien, bonjour, tout va bien? Elle aussi répond oui. Elle dit, oh, si vous pouvez savoir combien je vous envie. Elle et moi, on se regarde. Puis on regarde la dame dit non, ne soyez pas effrayés. Si je vous raconte ça, c'est parce que je ne sais pas, mais le cœur me donne envie de me confier à vous. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? On lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, notre patron n'est pas là. Donc, comme il n'y a pas aussi assez de clients, on vous écoute. Maintenant, elle nous raconte que, lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui. Là, elle raconte maintenant son histoire. Elle dit avoir perdu son père et sa mère lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Donc, elle s'est retrouvée maman de son petit frère parce qu'ils étaient qu'à deux. Le petit frère avait 7 ans. Donc, elle a dû se jeter dans la rue, commencer à mener la vie de debout, avoir les hommes un peu à gauche, à droite pour avoir un petit bout de pain pour nourrir son petit frère puisqu'ils vivaient chez leur tante. Et la tante n'était pas très tendre aussi avec elle. Lorsqu'elle a eu 20 ans, elle s'est quand même efforcée d'aller jusqu'à l'université Omar Bongo. Maintenant, quand elle a eu 20 ans, elle a rencontré un monsieur qui a bien voulu d'elle. D'abord, au départ, c'était drague simple, mais il lui donnait toujours des fortes sommes. Donc, elle s'est sentie en sécurité avec le monsieur. Ils ont commencé à se fréquenter. Maintenant, au bout de 6 mois, le monsieur lui a emmené à une soi-disant réunion. Bon, dans d'autres pays, on appelle ça les réunions, mais chez nous, on appelle ça la secte en tout cas. Au départ, elle ne savait pas que c'était une secte. Le gars lui a présenté ça comme une église, une religion, en lui disant que non, quand tu vas rentrer là-bas, c'est vrai comme on le reprend à l'église, tout va bien se passer, on ne tue personne. Donc, elle a tellement souffert dans sa vie qu'elle s'est dit que, si ça me permet de gagner un peu d'argent, il n'y a pas de souci. Et puisque le monsieur me connaît bien, il me dit que ça, on va pas me tuer, on va pas me demander à tuer les gens. Donc,
Ça ne me fait pas peur. Elle est partie. Elle s'est initiée, le monsieur l'a parrainée, tout s'est bien passé. Maintenant, après, quand elle a commencé à bien manger leur argent, manger, au bout d'un moment, on lui a dit que, ah, tu as déjà trop mangé, maintenant c'est à notre tour aussi de manger. Elle dit, ah, ok, comme j'ai quelques économies, il n'y a pas de problème, vous avez besoin de combien? Le gars lui dit que non, ce n'est pas manger l'argent comme toi, nous on te donne de l'argent, toi tu dois nous donner autre chose. Elle dit, oh, qu'est-ce que je dois vous donner? Mon utérus, ou bien quoi? Qu'est-ce que je dois vous donner? Le gars dit, non, on a besoin de quelque chose qui est cher à ton cœur. Elle dit, qu'est-ce qui est cher à mon cœur? Il n'y a rien qui est cher à mon cœur. Le gars insiste, il dit que non, toi, tu connais quelque chose qui est cher à ton cœur. On a besoin de ça pour qu'on puisse monter en puissance. Puisque je suis ton parrain, j'en ai déjà donné assez. Attendez, je vais me déplacer. Parce que la pluie ici, là, c'est en train de me chasser. Ensuite, le gars dit, oh non, on a besoin de quelque chose qui est cher à ton cœur. Elle dit, ah, moi je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Oh. Ensuite, le gars dit, on a besoin de quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Innocemment, elle dit, bon, moi, il n'y a que mon petit frère, moi, je n'ai personne d'autre que j'aime de tout mon cœur. Et je ne peux pas aussi vous donner mon petit frère, parce que si je vous donne mon petit frère, tous les efforts que je suis en train de faire là, c'est pour lui. Si lui part, je vais manger l'argent là avec qui? Oh non, on a besoin de lui coûte que coûte. Soit c'est lui, soit c'est toi. Maintenant, elle dit, ah, puisque j'ai déjà mangé, j'ai déjà pris goût, je ne peux plus m'arrêter. Mais je ne peux pas moi-même prendre mon petit frère et puis l'emmener comme ça là. Il faudrait que vous me dites exactement ce que je dois faire. Le monsieur dit non, c'est toi-même qui dois l'emmener à la table. C'est toi-même aussi qui dois faire le sacrifice. Parce que pour que ça puisse réussir, ça doit être de toi-même. C'est une personne de sang qui tue une autre personne de sang. Elle a essayé de tourner pendant des mois, essayé d'éviter la situation. Les gars, ils ont coûte que coûte, tu dois amener ton petit frère. Donc elle blague le petit frère qui a accompagne-moi quelque part. On part en boîte de nuit, elle a amené le frère, ils ont pu, le frère était tellement bourré. Ensuite, au moment même qu'elle quitte la boîte avec le frère pour aller maintenant pour le sacrifier, le frère est tutube en fait, il est bourré, il ne sait même pas, mais il a confiance à sa grande sœur, il sait que sa grande sœur ne peut pas lui faire du mal. Donc ils sont partis, quand ils arrivent là-bas, on lui déshabille, on l'allonge sur la table, mais il se rend compte qu'il y a les gens autour de lui, il essaie d'appeler sa sœur. En fait, la sœur est rentrée dans un mood bizarre. C'est comme si elle était en transe. Comme si elle ne reconnaissait plus le frère, en fait. Elle était déjà dans un autre niveau. Le frère essaie de crier le nom de la grande sœur. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Elle soulève le couteau pour vouloir maintenant poignarder. Ça, maintenant, quand elle réussit à poignarder le petit, maintenant, le petit, avant de rendre l'âme, il tombe de la table. Quand il tombe de la table, il attrape sa sœur sur le pied gauche. Donc, sur le pied gauche de sa sœur, il attrape et c'est là où il meurt. Quand il meurt comme ça, là, même pour détacher le pied de la sœur, parce que quand la personne meurt, les muscles ou comment, on n'arrivait même pas à détacher le pied de la sœur du cadavre de son frère. Elle a fait l'enterrement et tout. 2 mois après, elle se rend compte que quand elle se lève du lit, elle n'arrive pas à soulever son pied gauche. Elle dit, oh. Quand elle essaie de vouloir soulever le pied, elle sent comme s'il y avait, tu vois, un genre de boulet. Le boulet qu'on met toujours aux prisonniers, là, au pied. Elle n'arrive pas à tirer. Donc, elle marche maintenant en tirant le pied. Maintenant, quand elle est retournée vers les gens, elle dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je ressens sur mon pied. Je n'arrive pas à marcher. Les gens leur ont dit que, ah, ton frère, là, si on a demandé à ce que tu sacrifies ton frère, c'est parce que il avait un esprit fort. Il avait ce qu'on appelle la chance. Il avait une étoile. Et on avait besoin de cette étoile-là. Mais puisque son esprit était trop fort, et avant de mourir, il a attrapé ton pied. Donc, sache que ton pied-là ne va plus fonctionner jusqu'à ta mort. La seule chose qu'il y aura là, c'est que tu vas lui traîner. Parce que ça, c'est le corps de ton frère. Le poids que tu sens là, c'est le poids du corps de ton frère. Parce qu'il est toujours accroché à ton pied. Les autres personnes ne peuvent pas voir. Mais nous, on peut le voir. Il est accroché à ton pied. Donc, tu vas vivre comme ça là jusqu'à la fin de ta vie. Donc, elle s'est confiée à nous en disant que, ah, vous êtes en train de faire un travail noble, vous ne souffrez pas, chaque fin du mois, on vous donne votre salaire, c'est tranquille. Alors que nous autres, là, on a eu trop de longs yeux. Voilà qu'on se retrouve à traîner des lourds poids. Et la nuit, on n'arrive même pas à dormir. En tout cas, mes filles, je vous félicite pour votre travail. Et là où je vous ai raconté ça, là, c'est sûr que je ne veux plus venir ici.
Peut-être même que dans 2 ou 3 semaines là, vous allez seulement entendre que je suis morte. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Ensuite, elle s'est levée, elle n'a même pas consommé tout ce qu'elle avait commandé. Elle a laissé 20 000 sur la table. Elle est montée dans sa voiture, elle a démarré, elle est partie. En fait, j'ai tenu à raconter cette histoire aujourd'hui, c'est pour essayer d'aviser, puisqu'on est là pour sensibiliser. C'est pour que la communauté DMG puisse s'ouvrir les yeux un peu partout, parce que ce sont des choses, ça ne se passe pas seulement qu'ici au Gabon, c'est un peu partout dans le monde. Et grâce à cette histoire, ça m'a rendue un peu plus vigilante. Parce que moi, j'avoue que je n'étais pas très calme comme fille. Mais à force d'avoir vécu beaucoup de choses comme ça m'a quand même posé. Et au jour d'aujourd'hui, je continue à remercier mon Dieu de m'avoir protégée de toutes les mauvaises choses. Voilà, DMG. J'ai encore une autre histoire. Je vais la raconter. D'accord. Oui. Bon, chérie, tu vas me pardonner, hein, parce que là, je suis... Bon, je disais donc que mon histoire m'a été racontée par ma grand-mère. Bon, il y avait une dame dans son village. Bon, elle et son mari, ils avaient besoin d'un enfant garçon, quoi. Donc, à chaque fois qu'elle accouche, elle fait seulement des filles. Bon, un jour, elle est tombée enceinte. Elle a donc eu un garçon. C'est là qu'elle décide donc d'aller se faire masser chez ses parents. Bon, vous voyez les villages où la femme traverse seulement juste le bosquet quoi, pour aller dans sa famille. C'est comme ça, elle arrive donc chez ses parents, on l'accueille bien, on lui fait à manger, tuer le coq et tout. Bon, bref, elle était bien reçue. Elle a fait pratiquement, je crois, 1 mois. Bon, à chaque fois qu'elle mangeait, le bébé ne faisait que pleurer. Quand il ne mange pas, le bébé ne pleure pas. Mais dès qu'on lui pose la nourriture, le Jacques, quand on finit la masser, après on lui dit de manger un peu et tout ça là, le bébé commence à pleurer. Bon, elle, je sais pas, elle n'a rien compris. Bon, le jour qu'elle devait rentrer dans son foyer, on lui a fait les choses, les bagages et tout là. Elle prend donc l'enfant, elle met l'enfant en dos parce que c'était juste un grand bosquet qu'elle traversait avant d'arriver dans sa belle famille. Donc, chez son mari, quoi. Donc, voilà. Elle se met en route avec les bagages sur la tête du bébé au dos. Elle marche. Arrivée au milieu du bosquet, elle entend seulement que « Mets-moi à terre ». Elle regarde. « Fais-moi descendre ». Elle regarde à gauche, elle ne voit personne. Elle marche encore, elle entend encore « Je te demande de me faire descendre ». Après, elle regarde. Son bébé lui dit que oui, c'est moi qui suis sur ton dos, c'est moi qui parle, donc fais-moi descendre. Elle dit que fais descendre comment? Elle dit que fais-moi descendre. C'est comme ça qu'elle fait donc descendre le bébé. Bon, quand elle fait descendre le bébé, subitement le bébé devient un grand garçon, un grand homme. Oui. Après, le bébé lui dit que bon, suis-moi. La maman lui dit que je te suis pour aller. Elle lui dit que non, suis-moi. Il y avait juste une petite, je sais pas appeler ça, une petite piste, je sais pas comment on peut appeler ça. Ils sont entrés par là. Ils ont marché, ils n'ont même pas marché pendant longtemps. Ils sont arrivés dans un grand village et tout ça. Après, la maman entend seulement que oui, papa est dans un grand village, oui. Papa est venu. Donc le gars était, bon, il a amené sa maman dans son village. Il avait pratiquement soit 3 ou 4 femmes avec des enfants. Bon, après, il a dit à sa maman qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, tu m'as amené chez toi, moi je t'amène chez moi. Arrivé là-bas, le gars, bon, sa première femme, il a fait les présentations, c'est ma première femme, la deuxième, troisième, quatrième, et ce sont mes enfants. Après, il a demandé à ses femmes que, bon, faites à manger à ma mère, à la dame, parce qu'il n'a pas dit à la dame, donnez-lui tout ce qu'elle veut manger. On a tué le porc et tout, ils ont fait là-bas 3 jours. Après, le gars dit à sa maman que bon, demain matin on doit rentrer, parce que normalement, papa nous cherche déjà. Et là, elle dit, bon, ils ont pris la route, il dit à sa maman que bon, arrivé au bosquet, même au dos, la maman, bon, elle ne peut passer, elle n'avait plus peur, bon, c'est le courage quoi. Arrivé au bosquet, le gars a dit, bon, même au dos, elle a pris son bébé, elle a mis son bébé au dos. Après, non, avant même qu'il ne prenne la route, il dit à sa mère que bon, voilà, je vais te montrer comment on reçoit les gens.
Tu es tellement chiche que tu manges, je pleure pendant un mois. D'autant qu'on a passé chez ta mère, tu manges, chaque fois que tu peux manger, je pleure. Tu crois que je pleurais quoi? Parce que j'avais faim, je voulais manger, je voulais goûter un truc de ton village. Mais tout le temps, on te sert à manger, tu ne me donnes pas, tu manges seul. Donc moi, je voulais te montrer comment on reçoit les gens. Tu étais chez moi, j'étais bien reçu, mes enfants et tu étais au petit soin. Mais moi, j'étais chez toi, tu ne m'as pas reçu. Bon, après, elle a remis le bébé au dos, arrivée au village, chez son mari. Elle n'a pas raconté l'histoire à son mari. Ils sont restés là pratiquement 2 jours. L'enfant a commencé à chauffer. L'enfant est décédé. Donc, on dit quoi dans l'histoire? C'est juste pour dire que bon, nous les mamans là, parce que parfois à l'époque on disait que quand tu manges et que le bébé pleure, il faut lui donner un peu. Donc de temps en temps, nous qui accouchons, parce qu'on oublie toujours les coutumes là. Donc quand l'enfant pleure et que tu manges à côté, il faut lui donner un peu. Donc c'était ça mon histoire. Bon, je sais que c'est pas normal. Ouais. Bon, on dit quoi? C'est moi, j'ai ça. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Ça va. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de ma cousine. Ma cousine, c'est une jeune dame qui a passé le concours et elle est entrée à la fonction publique. Elle entre à la fonction publique et au préalable, elle a fait le stage avec 3 de ses copines dans un ministère de la place que je ne vais pas citer. Le stage s'est bien passé et pendant le stage, le directeur du secteur dans lequel ils étaient avait des vues pour les filles en question. Donc, c'était un peu comme son travail. Quand il voyait les nouvelles stagiaires là, il mettait les yeux sur elles et beaucoup tombaient. Ce qui se passe, c'est que après le stage, elle sait qu'elle a passé son concours et le travail commençait en septembre. Et tout le mois d'août et juillet, elle était en vacances. Ok. Donc, elle finit le stage et elle se perd de vue. Entre-temps, elle ne sait pas que les 2 autres copines ont commencé à avoir une relation avec le directeur. À la rentrée, donc, quand tout le monde fait l'intégration et part au ministère, on lui attribue dans son box, dans son bureau. Et ses copines aussi sont à côté d'elle. Elle nous racontait que la première semaine, tout allait bien. À la pause, elles allaient manger ensemble et tout se passait bien. Sauf qu'à partir du mois qui suivait, le directeur n'était plus trop intéressé aux 2 autres. Le directeur avait plus des vues sur elle. Et elle a senti que ses copines n'étaient plus gentilles avec elle comme au début. Un matin, donc, elle se lève, elle arrive au bureau et sur sa chaise, elle voit d'abord des trucs un peu blancs comme une poudre. Naïvement, elle nettoie la poudre. Elle se dit peut-être c'est la poussière, un truc du genre. Elle nettoie, elle s'assoit. Elle s'assoit toute la journée, elle a mal à la tête. Elle dit au chef que bon, comme vous voyez là, ça ne va pas, il faut que je rentre un peu à la maison me reposer. Peut-être j'ai trop travaillé, je ne me sens pas bien. C'est comme ça qu'elle rentre donc. Elle rentre le lendemain, elle revient, elle s'assoit sur sa chaise. Quand elle s'assoit, sa chaise se casse. Je ne sais pas si vous voyez un peu les fauteuils de bureau là qui ont les roulettes là. Donc elle est venue, elle s'assoit, ça se casse. Ça se casse, elle a fait une mauvaise chute et elle est tombée sur le poignet. Elle ressent la douleur, Les collègues disent que ouais, comme tu ne vas même pas bien, là, avec tout ce qui se passe, rentre un peu, te reposer, tu demandes la permission et peut-être le chef va t'accorder. Elle a demandé la permission, mais cette fois-ci, le chef a dit que je ne peux pas te donner 1 semaine, je vais te donner juste 3 jours. On lui donne 3 jours de congé, elle rentre et elle commence à faire des rêves bizarres. Mais elle ne prête pas attention à ça. Entre-temps, pendant les 3 jours où elle n'est pas venue au travail, il a commencé à avoir les querelles sur le lieu de travail entre les 2 de ses amis avec qui elle a fait le stage. Et ça a attiré l'attention de tous les membres tous les membres du secteur avec lesquels ils étaient. Donc tout le département là était devenu un peu très réactifs. Ils ont commencé à faire des commentaires et beaucoup se sont rendus compte que ce sont les mêmes filles qui ont fait le stage et ce sont les mêmes filles qui étaient d'abord chouchoutées par le directeur.
Quand les deux copines l'ont fait dans des petits discutes au bureau, ça a attiré l'attention des gens. Et il y a une maman là qui est venue dire aux filles que ce que vous aimez souvent voir là, vous allez comprendre. On vous parle, on vous donne les conseils, vous voulez toujours montrer que vous connaissez, vous allez comprendre qu'on ne blague pas avec les gens n'importe comment. Après 3 jours, ma cousine repart au travail. Elle repart au travail, mais elle est toujours persécutée. Le chef le chef a commencé à parler mal, le chef a commencé à être un peu plus dur avec elle. Elle était toujours la première qui devait arriver, la dernière qui devait rentrer. Pendant ce temps, les deux copines étaient toujours en feu. C'est là où un jour à la pause, donc, elle part et demande à ses copines que mes copines, c'est même comment on a fait le stage ensemble, tout allait bien. Comment à peine on commence le travail, vous devenez distante et moi, les choses bizarres m'arrivent. Quand une a voulu parler, l'autre a fermé sa bouche avec la main. Et ma soeur, là, c'était d'abord quelqu'un qui ne croyait pas trop à la sorcellerie. Pour elle, la sorcellerie n'existait pas, donc elle prenait ça toujours façon. Elle rentre donc à la maison la même nuit. Elle nous explique que la même nuit, aux environs de 3 heures, elle a d'abord suivi comment, avant même d'abord que la nuit ne tombe, elle est rentrée chez elle à 21 heures, elle est rentrée en taxi, tout allait bien. Elle avait un appartement, elle vivait dans la maison avec 2 enfants, 2 familiers qui sortaient du village comme ça, qui sont venus en ville après le bac. Elle dit que elle rentre, on le sert à manger, elle mange bien. Sauf qu'aux environs de 22 heures, elle regarde la série, là, les telenovelas, elle commence à voir comment il y a les cafards. Une maison qu'au préalable, il n'y avait pas les cafards. Les cafards ont commencé à sortir un peu de nulle part, les cafards marchaient. Ils ont passé toute la nuit à tuer, écraser le camphor. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le camphor, les petites boules blanches là. Prendre la craie qu'on vend au marché, qu'on appelle la craie magique qui tue les insectes, la craie, écrit partout au sol, verser ça au coin de la maison que les cafards s'y sortent d'où. C'est donc comme ça que les filles partent se coucher. Les filles partent se coucher. Elle a dit que à partir de 3h30 là, elle a ressenti, donc elle a commencé à avoir froid dans la nuit et elle a senti comment on lançait les choses sur la toiture. Elle se lève, elle regarde, mais elle ne voit rien. Elle part d'endormir. De 3h à 5h, elle a dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle voyait les filles qui étaient en train de s'amouracher avec un monsieur. Et à un moment donné, il y a une que le chat a mordu au sein. Elle n'arrivait pas à identifier les filles en question. Et son rêve l'a beaucoup troublé qu'elle a donc appelé sa mère, expliqué à sa mère. C'est comme ça que sa mère a aussi alerté la famille. Elle part donc au travail le lendemain. Elle arrive au travail le lendemain. Elle se rend compte que les 2 filles arrivent d'abord en retard et elles ont le visage froissé. Et on donne un dossier à traiter à l'une, on ne donne pas à l'autre. Ça crée encore les problèmes. Que non, pourquoi depuis un temps, à moi, on ne me donne pas les dossiers de côté. C'est toujours à une seule personne qu'on donne. C'est là où le chef, le directeur sort. Que mec, c'est comment avec vous? C'est quoi avec ces bruits, hein? Il y a quoi ici? En tout cas, je vous donne 1 semaine de mise à pied. C'est là où une fille des filles a commencé à dire que tu te donnes 1 semaine de mise à pied, pourquoi? Tout ça, c'est de ta faute, tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Voilà, maintenant, mon sein est en train de couler le lait. Mon sein est en train de couler le lait. Le chat là m'a mordu. Tout le monde dans la direction a commencé à se fixer des yeux, dont les gens étaient étonnés. Tout le monde était étonné. Le directeur se fâche. Le directeur dit que je vous ai suspendu jusqu'à nouvel ordre. On a donc suspendu les 2. On suspend les 2 aux autres maintenant qui sont au département de venir voir ma cousine. Mais c'est comment? Ce sont tes copines. Vous avez fait le stage ensemble. Tu ne vois pas que les filles sont devenues un peu bizarres. Il y a quoi? Ma cousine dit que moi-même je ne connais pas. Ce sont juste mes copines avec qui j'ai commencé le stage. On s'est liés d'amitié. Mais dès que le travail a commencé, elles sont devenues bizarres. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est donc comme ça que, à la pause, elle sort et elle essaie d'accoster aussi une autre bande de dames, là, les jeunes dames comme elle, qui travaillaient dans ce ministère. Elle demande donc aux jeunes dames là que je demande, je suis nouvelle ici et s'il vous plaît, j'aimerais un peu partager ce que je vis avec vous. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez me donner les conseils parce que moi, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. C'est comme ça qu'elle explique dans la situation qu'elle vit.
aux dames là, et les dames là lui disent que, en fait, tes copines n'ont pas voulu te dire ce qui se passe vraiment entre elles et le directeur. Que le directeur, c'est comme ça, quand tu arrives, il te drague, il est courtois, il te donne des promotions, mais à la fin, il te fait toujours des choses bizarres. Que la dernière fois, ça s'est passé en 2017. Il y a aussi 2 filles qui sont arrivées et les 2 filles sont mortes d'une manière bizarre. Et lui-même, la période là, il était devenu un peu distant. La famille des filles, au moment de l'enterrement, la famille a fait le témoignage et on suspectait le directeur en question. C'est donc comme ça que ma cousine, elle explique que voilà, j'ai fait un rêve comme ça. Les dames la demandent donc à ma cousine de rentrer, de parler de ça à la famille et que si elle a un pasteur ou un prêtre chez qui elle n'est pas une personne de puissante, qu'elle parte là-bas, qu'on lui fasse les lavages, qu'on prie beaucoup pour elle. C'est comme ça que la cousine rentre, donc elle explique ce qui s'est concrètement passé à la famille et on décide d'envoyer le message au village. Comme je vous dis toujours, chez nous au village, ça ne rit pas. On a donc envoyé, les gens sont allés dans la forêt pour regarder et on appelle donc en ville en disant à ma cousine que elle doit chercher à rencontrer une des 2 filles pour que les 2 filles racontent ce qu'elles ont vécu pour qu'on puisse les sauver. Que elle, on peut rien lui faire parce que elle n'a pas subi les avances du monsieur, elle n'est pas tombée dans la drague et elle n'a pas accepté le pacte que le monsieur proposait aux filles. On lui a demandé de faire dans les bains de sel, de faire les prières et de faire aussi ce qu'on appelle au village les sacrifices. Les sacrifices pour se laver, enlever la malchance sur elle. Elle l'a fait et elle est aussi partie, elle a cherché à rencontrer les 2 filles en fait. Sauf que la fille qui avait la blessure au sein, n'a pas accepté, n'a pas décroché aux appels, rien, elle se cachait. C'est donc l'autre qui a décroché, elles se sont donné le rendez-vous et ma cousine est donc partie au rendez-vous avec une de nos tantes. Elle part au rendez-vous avec une de nos tantes. La tante qui avait fait qu'on envoie l'éclair. Si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais racontée d'un monsieur qui avait des enfants et sa première femme était morte. La tante qui a fait qu'on envoie l'éclair là, c'est avec elle que ma cousine part donc au rendez-vous. Elle part donc au rendez-vous. La fille les accueille chez eux. Sa mère est là, son petit frère est là et son fiancé est là. Elle explique donc que pendant le stage, le monsieur faisait les cadeaux, le monsieur faisait les avances et elle ne savait pas qu'il faisait aussi ça à l'autre fille. Elle a accepté les rendez-vous et un jour, le monsieur lui a demandé « accompagne-moi un peu à la réunion ». Elle est arrivée à la réunion, mais elle dit qu'elle ne sait pas ce qui est passé par sa tête et elle a simulé un truc comme quoi elle avait une urgence, elle est rentrée. Après, elle a continué à se fréquenter avec le monsieur et le monsieur a un rendez-vous. Au moment de passer à l'acte, le monsieur lui dit que moi j'ai un fantasme. J'ai mon chat que j'aime bien. Mon chat, c'est mon meilleur ami, mon animal de compagnie et j'aimerais que si je suce un côté du sein, tu lui donnes aussi l'autre côté pour qu'il suce. Et c'est comme ça que elle a pris peur, elle n'a pas cédé. Elle s'est fâchée, elle a même insulté le monsieur. Elle a dit au monsieur que s'il continue à faire les choses qu'elle pense là, elle va dire à tout le monde au bureau. Et que dès le jour là, quand elle a essayé de recontacter l'autre copine est devenue bizarre. Elle lui parlait déjà mal. Et sa copine là se croyait tout permis parce qu'elle couchait déjà avec le monsieur. Et sûrement, il avait accepté la condition que le directeur avait proposée. C'est donc là où on comprend que le rêve qu'elle a fait où elle voyait une personne avec le chat qui voulait téter, c'était en fait une de ses copines qu'elle a vue dans le rêve. Ils essayent donc de rencontrer la famille de la deuxième fille qui a le sein qui saigne là, le sein qui perd le lait, et la fille refuse. Et vu que l'autre copine connaissait où la fille habitait, parce qu'elles étaient vraiment unies avant, hein, elle arrive donc chez la fille en question. Elle trouve la grand-mère de la fille, la mère de la fille et l'oncle de la fille, parce que la fille avait perdu son père. Ma tante, ma cousine, l'autre fille et sa mère arrivent, on les reçoit, on dit que mais c'est comment?
Je vous voyais, la maman dit que mais je vous voyais souvent ensemble, mais depuis un temps, je ne vous vois plus ensemble, mais il y a quoi? Voilà, maintenant, votre copine ici, depuis, elle est devenue bizarre à la maison. Elle ne fait que dire qu'elle a mal à la poitrine, elle a mal à la poitrine, elle a mal à la poitrine. Elle se cache. Quand on veut voir ce qu'il y a dans son sein, elle ne veut pas qu'on touche. Après la nuit, elle est toujours en train de se lever. Elle parle seule dans la chambre. Elle fait les choses bizarres et ça a commencé à nous faire peur. On a voulu lui poser des questions. Elle s'est fâchée hier. Elle a porté ses bagages. Elle a dit qu'elle part là où elle sera en sécurité. C'est là où donc elles essayent donc d'expliquer à la famille de la fille en question ce qui s'est passé en lui disant que sûrement le chat a tété le sein et le directeur aussi a tété l'autre sein. Et ce qui fait que la fille maintenant, la douleur qu'elle ressent au niveau du sein là, si on ne la soigne pas, peut-être elle peut mourir. DMG, ma cousine me dit que à l'instant là, la mère et l'oncle de la fille là sont devenus meurtris. C'est là où ils ont commencé à dire que donc l'argent qu'on nous donnait ici, l'argent qu'elle venait souvent donner ici, c'était l'argent de la secte. Donc on est en train de vouloir manger notre fille dans le camp. Et comme c'est une fille qui aime aussi la vie de luxe, elle a cédé. Elle commence donc à gronder la fille, la copine de sa fille, que mais pourquoi tu n'es pas venu nous dire ça avant? Pourquoi tu as laissé que ta copine entre dans ça? Elle a commencé à faire comme si c'est sa copine qui l'entraînait en fait dans l'histoire là. Comme si c'est sa copine qui l'entraînait. Ça a fait les problèmes jusqu'à... Les gens ils sont rentrés étant fâchés, donc ils se sont séparés dans de mauvaises conditions. Ça n'a même pas duré une semaine. Ma cousine part au travail, elle arrive au travail. C'est au travail qu'on lui annonce que la fille qui avait les problèmes au sein là, elle est morte. Elle est morte, on a retrouvé son corps. On a retrouvé son corps sans vie dans un quartier dans le champ. On annonce comme ça, ma cousine donc essaye de dire donc aux collègues que elle n'y est pour rien. Elle-même elle a vu qu'on voulait aussi la sacrifier, que le directeur là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Aux obsèques de la fille, la famille de la fille là, ils ont fait des rites. Ma cousine disait que au moment de faire la mise en bien, même d'abord à la morgue, le cercueil refusait de bouger. On soulève le cercueil ne bouge pas. Le cercueil ne bouge pas. C'est là où les patriarches de la famille de la fille sont venus parler sur son cercueil à la morgue, que c'est toi-même qui as voulu partir. Comme tu aimais la vie facile là, toi-même tu as voulu partir. Maintenant tu déranges les gens, pourquoi? Laissons pas t'enterrer tranquillement. Après maintenant vous allez régler vos comptes entre vous. C'est comme ça qu'à un moment donné, on a soulevé le cercueil et le cercueil a accepté d'être soulevé. Ils mettent le cercueil dans la valise, dans la malle arrière de la voiture. Ils roulent. Arrivé à un niveau, on dit que la voiture n'avance plus. Arrivé à Makinene, on dit que les roues se sont percées. Donc elle dit que le voyage était d'abord bizarre, tumultueux. Arrivé maintenant au village de la fille, parce que la fille était de l'ouest. Arrivé au village de la fille, je crois que c'était à Bana, si je me souviens bien. Au village de la fille, il a plu. Le ciel était gris et normalement l'enterrement qui devait être fait aux environs de 19h, 20h, on a renvoyé au lendemain. Donc elle a dû dormir là-bas. Mais elle n'était pas allée seule, ils étaient partis en groupe d'amis. Ils arrivent là-bas le lendemain, on réchauffe les nourritures, on donne aux gens. Le pasteur, même qu'on a pris que le pasteur devient prier, à un moment donné, on dit seulement aux gens que le pasteur a pris l'argent, il n'est pas venu. On est obligé d'aller maintenant chercher les chefs, les notables là pour qu'ils viennent faire la cérémonie pour qu'on enterre. Entre-temps, le directeur du ministère, là, il est toujours là. Hein. Le directeur était là, les collègues étaient là, l'autre fille aussi, elle n'est pas partie au deuil. La copine n'est pas partie au deuil. C'était juste ma cousine et ses collègues. Elle nous expliquait qu'à un moment donné, quand on veut soulever, vous savez qu'on a déjà creusé la tombe. On soulève souvent le cercueil, soit c'est deux ou quatre personnes. On met sur les planches, on glisse pour que ça soit posé sur le trou avant maintenant d'attacher les cordes et faire descendre. Ils disent qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. À un moment donné, le cercueil s'est donc ouvert. Le cercueil s'ouvre, n'est-ce pas? La fille tombe. La fille tombe dans comment on appelle ça? Dans la tombe.
On veut maintenant mettre le cercueil vide, ramasser la fille pour remettre dans la tombe. Personne n'arrive à soulever le corps de la fille. C'est le directeur le directeur là qui vient dire que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. La famille de la fille dit que non, on ne veut pas que tu t'approches du cercueil de notre fille parce que tu y es pour quelque chose. Le monsieur dit que je vais juste vous aider. La famille a refusé. On a encore dit, donc ils ont encore duré là-bas. Il a même encore plu. On n'a pas enterré la fille. Au moment où les gens veulent rentrer, c'est là où un monsieur dit que mais c'est le cadavre d'une petite fille qui vous menace comme ça. Si elle ne veut pas qu'on l'enterre, c'est parce que il y a quelqu'un qui est responsable de ça qui est parmi vous. Il faut qu'on trouve la personne. C'est là où maintenant on a demandé aux gens de ne pas rentrer. Les gens sont partis derrière la case, les cases rondes là. Je ne sais pas si vous connaissez à l'ouest. Les cases rondes là-bas, ils ont fait des discours. Et puis maintenant, ils sont revenus. En revenant, ils ont donc dit que s'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, qui est responsable de la mort de la jeune fille-ci, soit il se prononce, soit il sache que lui-même, sa mort ne va pas durer, il va partir rejoindre la fille. Elle m'expliquait que quand on a dit ça, à un moment donné, le directeur là a tout fait pour se rapprocher du tombeau. À chaque fois il se rapprochait, on voyait toujours comme s'il voulait ramasser la terre. Tu vois, quand on enterre, il y a toujours la terre à côté, non? Les gens ont constaté qu'il voulait toujours faire comme s'il a c'est là, mais il voulait ramasser la terre. Il voulait ramasser la terre, jusqu'à ça attirer l'attention des gens. On l'a donc pris, on dit que mais toi tu es même qui? Pourquoi tu peux rester à côté du tombeau de la fille alors que sa tombe est encore fraîche? C'est là où les gens du bureau ont commencé à dire que lui c'est notre directeur et d'après ce qui se dit, il est responsable de ce qui s'est passé. Les mêmes notables, dont ma cousine me dit que les mêmes notables sont partis, ils ont pris la terre là, ils ont mélangé avec le vin de palme. On a donné au monsieur que si tu bois ça, si tu n'as rien fait, si tu bois ça, rien ne va t'arriver. Mais si tu as fait quelque chose et que tu bois ça, tu ne vas même pas arriver à Yaoundé que tu vas mourir. Le monsieur a dit qu'il ne boit pas, il ne boit pas, il ne boit pas. Les villageois l'ont arrêté, on a ouvert sa bouche et on a versé le vin là dans sa bouche. Tout le monde rentre bien. Ils arrivent maintenant au niveau d'Obala. Ils sont rentrés, chacun rentrait, ceux qui étaient dans les bus, ceux qui étaient dans les voitures personnelles, ceux qui étaient dans les cortèges. Et vous savez qu'au Cameroun, les directeurs, là, ce sont toujours les gens qui sont aussi bien. Donc, ils ont des voitures un peu... Ils ont des cortèges et ils voyagent en groupe. On dit qu'arrivé au niveau d'Obala, un grand... Mais comment on appelle les camions, là, en français? Vous voyez, les camions qui transportent souvent le sable, non? Elle dit que le camion, on ne sait pas d'où le camion venait à vive allure. On a écrasé la voiture dans laquelle il y avait le directeur là. Les autres sont sortis avec les égratignures, rien de grave, sauf que lui, il est mort sur le champ. Sauf que le directeur, lui, il est mort sur le champ. Et les autres ont juste eu des égratignures, des petits trucs là. Et elle me disait donc que ce qui a même attiré l'attention des gens, c'est parce que quand on fait le constat, quand on vient faire le constat qu'il y a l'accident, on retire tout le monde de lui, il est mort, le sang sort de lui. Mais les gens avec qui il était venu en cortège n'ont pas accepté qu'on le prenne pour l'amener à la morgue. Les gens avec qui il était, on dit que non, laissez-nous, va rentrer avec le corps directement dans son village pour l'enterrer. Et c'est là où elle a continué son chemin, elle est repartie sur Yaoundé avec ses autres collègues et on a abandonné donc le monsieur et les gens de son cortège là. Les autres ont continué leur route. C'est comme ça que le deuil là s'est passé. Donc les filles, quand vous partez voir les gens, on vous demande d'accepter que le chat tête. Sachez déjà que c'est la secte. Merci beaucoup pour l'histoire, Chocolato.